Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, c'est une excellente entrée en matière. Je vais vous proposer d'applaudir très chaleureusement Johan Sfar pour commencer cette rencontre. Bonsoir. Merci d'être venu. Pour la petite anecdote, Johan, ta venue a été différée parce que tu aurais dû venir un petit peu plus tôt et puis c'est pas un secret parce que tu en avais parlé à la télévision et je compatis d'autant plus que j'ai eu la même chose il y a quelques années quand j'étais très jeune. Une femme qui te force à faire du ski ? Ouais, c'est exactement la même chose. J'avais pas fait de ski depuis 20 ans. Ils s'en foutent en fait les gens. Non, mais j'avais commencé sur un mode léger. J'avais pas fait de ski depuis 20 ans et le gars m'a dit, le loueur, il m'a dit vous avez l'habitude. Je dis oui, je suis flèche d'argent, mais j'avais pas dit que je t'ai pas monté depuis 20 ans. Et donc il m'a beaucoup serré les fixations. Et de mon temps, un ski c'était grand. Et là, il m'a mis des espèces de patinettes. Et j'ai fait 300 mètres et je suis tombé et ça n'a pas déchaussé. Et je me suis, comme on dit en football, mais j'ai pas pratiqué le football non plus, je me suis fait les ligaments croisés. Et ensuite, ma femme m'a hurlé dessus pour que je me relève. Donc des gens sont venus m'aider parce qu'ils ont vu que je subissais une micro-agression sur piste de ski. Et là, il y a ce qui a fait que je suis pas venu à Lyon. Alors, il y a eu suspense sur opération, mais a priori, on m'opère pas. Mais je dis pas encore à ma femme que c'est pas trop grave parce que je veux en profiter pour arrêter de porter des trucs lourds et d'aider à la maison. Donc tant que je peux geindre, je vais continuer. Je suis assez génial. Alors on dit que les juifs pleurnichent. Sur l'antisémitisme, c'est pas vrai, mais dans mon cas à domicile, c'est vrai. On a bien le droit d'avoir quelques petites faiblesses et de les affirmer. Les genoux. Oui, des genoux. Alors, ça c'était pour la petite anecdote contextualisation lyonnaise. Si je devais faire une présentation très très rapide de ton travail, on passerait l'heure déjà à évoquer tout ce que tu as fait et parler de toutes tes casquettes. Le romancier, le cinéaste et évidemment l'homme de dessin au pluriel. Et moi j'aimerais bien peut-être ajouter d'une certaine manière le journaliste. Ça peut sembler étonnant de prime abord, mais ça l'est de moins en moins, carnet après carnet, et là, enquête après enquête, peut-être qu'il y en aura davantage, mais l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, mais pas seulement de cet ouvrage-là, témoigne d'une envie de plus en plus prononcée de se raconter, mais pas que de se raconter. Alors, on peut dire que certains journalistes enquêtent sur eux-mêmes, enquêtent sur soi. Il y a des formes de gonzo-journalisme, mais là, c'est quelque chose qui pousse à aller au-delà de soi. Faire ce livre « Nous vivrons », c'est une enquête sur un soi qui est beaucoup plus large que soi-même. J'ai commencé très pessimiste et j'ai terminé un peu moins. J'ai commencé en me disant, dans un monde de fake news, dans un monde où quand Kanye West ou Gigi Hadid sortent un énorme mensonge, un auteur de bande dessinée, il peut rien faire. Et il y a quelques événements qui m'ont réveillé au fait que sans journalistes et sans historiens, on n'allait pas s'en sortir. Les massacres du 7 octobre, quand ils ont été perpétrés par les tueurs du Hamas qui filmaient leurs meurtres, dès la diffusion des meurtres, il y avait sur Internet des gens qui disaient « c'est pas vrai ». C'est-à-dire qu'on assistait à une espèce de révisionnisme immédiat, ce qui pour moi était bizarre parce que je comprends pas quand on est fan du Hamas qu'on nie les œuvres du Hamas. Bon. Et je me suis dit on a perdu, c'est foutu. Et quelques semaines après, il y a des travaux journalistiques qui sont sortis. Je pense aux hors-série de l'hebdomadaire Le Point sur les massacres du 7 octobre. Je pense aux travaux du New York Times qui ont mis 1 mois et demi sur les violences du 7 octobre. Je pense plus récemment à l'ouvrage de la journaliste de Haaretz, Li Yaron. Et j'étais frappé de voir à quel point, quand un travail de journaliste est bien fait, il n'y a personne qui dit c'est pas vrai. Donc le travail de journalisme, le travail d'historien, il est plus important même que le film de la réalité. La limite de l'exercice, c'est que moi je me prends pas pour un journaliste, je me prends pas pour un historien. En revanche, aller aux éditions des Arènes pour faire un livre, faire relire le livre par des journalistes et par des historiens avant qu'il soit publié, c'est dire dès le début que je souhaite sortir de ce que je fais habituellement en autobiographie et me faire la voix, avec parfois des erreurs, avec parfois des approximations, mais enfin c'est relu, mais en fait c'est corrigé,
me faire la voix des 4 mois de sidération qui ont suivi le 7 octobre, pour commencer dans la communauté juive en France et ensuite en Israël. J'ai la chance d'aller très souvent en Israël parce que je produis de la télévision là-bas et toute ma famille paternelle habite en Israël. Donc j'ai là-bas assez de contacts pour faire parler la société civile israélienne et avoir son ressenti. Je travaille aussi avec beaucoup, appelés les Palestiniens d'Israël ou Arabes israéliens, je travaille aussi avec beaucoup de musulmans et de chrétiens en Israël qui ont accepté de me parler mais voulaient pas que ce soit dans le livre. Parce que quoi qu'ils disent en ce moment, ils se font engueuler par un bord et l'autre. J'ai tout de même laissé affleurer certains témoignages d'une perception qui me paraissait intéressante. Donc je me prends pas pour un journaliste, mais très consciemment je travaille pour les journalistes et pour les historiens. Et il me semble que le travail de bande dessinée, par rapport à la photographie, par rapport au film, il amène quelque chose dont le lecteur et la lectrice peuvent s'emparer. Je suis frappé par le changement hyperbolique de ce que sont les librairies de bande dessinée et de ce qu'est le lectorat de bande dessinée. On a aujourd'hui tout à fait admis qu'une bande dessinée pouvait être un travail de sciences humaines qui se substitue pas aux chercheurs et aux reporters, mais qui fait partie de la discussion. Qui complète. Oui. Oui. Et moi, quand j'évoque mes regrets, puisque je me suis toujours considéré comme un pro-palestinien, quand je suis arrivé à Paris en 1990, je participais à des rencontres avec des Israéliens, des Palestiniens et des étudiants français. Et à l'époque, quelle que soit notre orientation ou notre bord, il était évident qu'on allait parler ensemble du Proche-Orient, même si on n'était pas d'accord, même si ça donnait des disputes très violentes. Mais ces discussions ouvertes qu'on avait ensemble, même orageuses, elles nous rendaient tous moins bêtes. Elles nous rendaient tous, d'abord, connaissants, elles nous rendaient tous un peu plus savants de la réalité du Proche-Orient et un peu plus savants du point de vue de l'autre. Je vous recommande, pour ceux qui vont partir avant la fin de l'entretien, je vous recommande un ouvrage extraordinaire qui s'appelle L'Histoire de l'autre, qui raconte l'histoire vue par les Israéliens et vue par les Palestiniens. Et comme disait mon père, dans une tragédie, tout le monde a raison. Vous lisez cet ouvrage, vous êtes fous à la fin parce que vous mesurez à quel point ils ont tous raison. Bon, ça c'est plus le cas aujourd'hui. J'étais un peu anxieux parce qu'il y a 10 jours, je suis allé intervenir à Sciences Po, le jour du blocage, et le lendemain à la Sorbonne, le jour où ils avaient des barricades devant. Bon, ça s'est trop bien passé à mes yeux. C'est-à-dire que, bon, ils étaient beaucoup moins nombreux que ce qu'on voit sur BFM, mais ça je comprends, c'est le spectacle. Ce qui m'a beaucoup plus ennuyé, c'est qu'ils étaient très polis, très gentils, c'était bonjour monsieur, mais enfin, aucun avait envie qu'on discute. Ils sont montés dans la salle où je faisais une conférence, ils avaient plein de kéfiers, plus je parlais, plus ils les enlevaient, et à la fin de la conversation, personne ne m'a posé une seule question. Et à la Sorbonne le lendemain, on a posé ce qu'on a appelé la table du dialogue avec l'Union des étudiants juifs de France. Alors les autres étudiants sont venus nous parler, mais les étudiants qui manifestaient et qui savaient pas nouer leur kéfier, mais c'était pas à moi de leur dire parce que je voulais pas vexer, mais ce qu'ils font c'est de l'appropriation culturelle, mais je voulais pas les insulter, ils venaient pas poser de questions. Et c'est la première fois, moi comme je me considère d'extrême gauche et je me considérerai toute ma vie d'extrême gauche, de la même manière qu'on n'a pas voulu laisser le drapeau français à Jean-Marie Le Pen, je ne laisserai pas l'extrême gauche à Jean-Luc Mélenchon, c'est la première génération d'extrême gauche qui n'aime pas débattre. Et ça, c'est peut-être une influence américaine néfaste, mais ça, je sais pas gérer. Pourquoi beaucoup de juifs m'ont reproché il y a quelques jours de faire l'apologie d'Elias Sambar. Il y a beaucoup des déclarations d'Elias Sambar qui me scandalisent, mais il reste que c'est un grand intellectuel, c'est un homme qui sait dialoguer, et c'est un homme qui, depuis toujours, frotte sa radicalité à celle des chercheurs israéliens, des représentants israéliens qui parfois sont de son avis, parfois non, mais enfin ça fait l'objet d'une discussion. Ce qui me préoccupe aujourd'hui dans le militantisme qui se dit pro-palestinien, mais qui à mes yeux est hostile à toute paix, c'est qu'il est formé de slogans qui refusent la discussion. Et donc la plupart des interlocuteurs que j'ai rencontrés pour ce livre, les premiers mots qui étaient presque toujours les mêmes, c'était « tu vas pas avoir le temps de me parler ». Et ma réponse, c'était « ça tombe bien, j'ai 450 pages ». Donc j'ai essayé d'amener mes interlocuteurs jusqu'au moment où ils me disent « je sais plus quoi penser », jusqu'au moment où ils me disent « je suis perdu, j'ai du chagrin ». Et ce qui m'a beaucoup frappé en Israël, et c'est la première fois de ma vie que je vois ça en Israël, c'est que c'est un pays où en ce moment, personne ne pense rien. Parce que les gens ont subi de plein fouet le traumatisme du 7 octobre, se sont retrouvés projetés dans une guerre qui est beaucoup trop grosse pour leur pays. C'est-à-dire que Israël, c'est un pays où il n'y avait pas assez d'infirmières, pas assez de légistes, pas assez de soldats, pas assez de tout ça pour mener la guerre dans laquelle ils se trouvent. Et on a un pays où personne ne pense en ce moment. Et ça m'a intéressé parce que c'est tragique, mais c'est pas du tragique qu'on s'imagine en France. C'est pas la difficulté de l'armée israélienne en ce moment, c'est pas des soldats qui sont trop de droite ou trop de gauche ou trop ceci ou trop cela, ce sont des soldats qui refusent
d'obéir à leur hiérarchie, parce qu'ils ont des opinions. Donc ils considèrent que leurs gradés sont ou trop de droite, ou trop de gauche, ou trop ceci, ou trop cela, et ce sont des soldats sans encadrement parce qu'il n'y a pas assez de monde. Voilà ce qu'on vit en ce moment. Et donc, ce qui m'a intéressé dans ce livre, mon opinion, on s'en fout, c'est faire parler des gens de leur quotidien. Là où je suis pas un journaliste, c'est que je n'aurais pas posé de questions. J'allais les voir, je m'asseyais, je faisais leur portrait, et au fur et à mesure de ce qu'ils me disaient, j'enregistrais pas, mais je notais, et il me semble que ça dit, voilà, peut-être imparfaitement, mais ça dit 4 mois de notre vie qui, selon moi, nous ont fait passer dans un nouveau siècle. En tout cas, en ce qui concerne le Proche-Orient, ça nous a fait passer dans un nouveau siècle. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais revenir sur le modus operandi et sur trois aspects, notamment sur les différentes échelles de temporalité dans la conception de l'album. Et alors, ce qui rapproche aussi peut-être du journaliste, alors, et il ne faudra pas le considérer comme quelque chose de dévalorisant, de l'éditorialiste. Le Johannes Farr des réseaux sociaux, il est dans quelque chose d'épidermique, tandis que le Johannes Farr des albums, et là on l'a bien compris avec ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que ça avait été relu, passé au prisme des historiens, des journalistes. Là on est plutôt sur une photo à pose longue, c'est-à-dire que il y a des artefacts qui sont corrigés, etc. Donc comment est-ce que tu arrives à concilier les deux, le fait d'être dans la réaction épidermique, dans l'émotion parfois de certaines réactions sur les réseaux sociaux, et avoir cet autre regard qui est réservé à l'album et qui est réservé, je n'ose pas dire à l'histoire, mais réservé à une forme de postérité. Postérité relative parce qu'on reste dans l'événement. Bon, on est tous en train d'apprendre à quoi servent les réseaux sociaux. C'est assez récent dans notre vie. La petite réponse que je me suis donnée, c'est que mon compte Instagram, c'est un flux. C'est-à-dire, je raconte ce qui me passe par la tête, tout de même en vérifiant, comme ferait n'importe quel journaliste. C'est-à-dire, avant de sortir une info ou quelque chose, je vérifie si 2 ou 3 journaux sérieux en parlent. Cependant, on peut se tromper. Mais c'est un flux. Ensuite, l'ouvrage, Nous vivrons, c'est pour ça que c'est l'aboutissement de quelque chose pour moi. Ça fait 30 ans que je fais des carnets autobiographiques, je les fais au jour le jour, ils sont publiés depuis quelques années aux éditions Gallimard. Là, c'est tout à fait différent. Je suis allé voir les éditions des Arènes parce que c'est un éditeur de sciences humaines, de sciences sociales, et il y avait dans la première version de l'ouvrage 150 pages de plus que ce que vous avez là. Elles n'étaient pas du tout dans le même ordre, et on a fait comme le montage d'un film ou d'un reportage, on a réécrit, on a changé l'ordre, on a chapitré, on a organisé, pour que le livre ait l'apparence de la spontanéité, mais se lise comme un film ou comme un reportage. Malgré tout, c'est pas un livre de pensée. C'est un livre qui est fait sur le moment de 4 mois, mais quand même sur le moment. Et à chaque page, on a peur, en tout cas j'ai peur, d'être du mauvais côté de l'histoire, de me faire l'avocat de quelque chose qui va me révolter dans quelques années, etc. Et une référence que j'agite souvent avec une certaine malice parce que je sais ce qu'elle recouvre, c'est Hergé et Tintin. Tintin reporter dans le Petit 20e, qui était un journal rexiste, c'était considéré comme du reportage. Les enfants le lisaient comme du reportage. Moi, je suis auteur de bande dessinée, donc je me suis efforcé dans ce livre à transformer tous les gens en personnages. Même des gens qui existent dans le vrai monde, je les ai transformés en personnages. Il y a certains personnages qui sont fabriqués à partir de 3 ou 4 personnes réelles. Donc le matériau de bande dessinée au service d'un événement, réécrit, reconstruit avec l'éditeur pour former un tout. Finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on ferait pour un reportage. Et une autre référence littéraire, je me prends pas pour Stefan Zweig, je me prends pas pour Joseph Kessel, mais je les ai beaucoup lus. Donc toute la première partie du livre qui parle de l'angoisse juive en Europe, j'ai écrit chaque ligne en pensant à Stefan Zweig. Et au moment où j'ai commencé à avoir envie de me suicider, je me suis rappelé que Joseph Kessel, c'était plus marrant. Et je suis parti en Israël avec l'idée de faire une bande dessinée de reportage, comme il peut y avoir Tintin, et en essayant de me souvenir à chaque page qu'il y a eu aussi Tintin au Congo, donc il faut faire attention de ne pas trop dire de bêtises. Mais la bêtise est autorisée quand on explique à sa lectrice et son lecteur comment on travaille. Donc j'ai essayé d'être assez transparent sur ma méthode. Y compris justement dans ce texte final qui donne les clés d'écriture, pas les clés de lecture parce qu'elles appartiennent à chacun, mais les clés d'écriture. Bien sûr. J'aimerais justement que tu dis un petit peu comment tu as ressenti les choses. Si Patrice, peut-être tu peux montrer la planche, alors, qui doit être la 173 pour toi. Une phrase, moi, que parmi d'autres, on en verra sans doute plusieurs,
où tu exprimes, alors est-ce que je ne sais pas si on verra bien, ta position par rapport, tu disais tout à l'heure mon opinion on s'en fout, mais il y a quand même cette phrase, alors je vais la lire en attendant qu'elle arrive. Mon allié c'est celui qui ne veut ni exterminer les Israéliens ni se débarrasser des Palestiniens, mes ennemis ce sont les extrémistes des deux camps, je ne renvoie pas les deux camps dos à dos, ce serait de la paresse intellectuelle, il faut connaître les deux histoires. Alors bon, je ne lis pas évidemment toute la suite, là, est-ce que c'est 160... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, ouais. Cette question de l'histoire et de la connaissance de l'histoire, donc tu es un petit peu le candide sans être réellement le candide, puisque donc, tu as une connaissance, en plus tu as une double connaissance historique, paternelle, maternelle, de la judéité, fatalement, et tu va dans une démarche qui est aussi une démarche pour nous faire connaître cette histoire-là. Mais toi, tu apprends aussi en même temps. Tu découvres et tu redécouvres. Oui, on a essayé de limiter cet exercice. Quand je dis qu'on a enlevé 150 pages, la plupart des pages qu'on a enlevées, c'est des pages qui parlaient de l'histoire du Proche-Orient, parce qu'il me semblait que c'était pas ce livre-là. Je persiste à penser que ce livre, il va falloir le faire un jour, où je raconte mon histoire à moi d'Israël et du Proche-Orient, c'est-à-dire ce que je retire et du récit familial, et des livres que je lis depuis 30 ans. C'est-à-dire que j'ai beau dire que j'ai une connaissance superficielle, ça fait 30 ans que je lis tout ce qui sort sur le sujet, et je suis autant gourmand de voix arabes que de voix juives. Je suis un peu moins gourmand de voix éditoriales et paternalistes dont on prédit ce qu'elles vont dire 20 minutes avant. Et il y a le récit familial de ma famille paternelle et de ma famille maternelle. Ma famille paternelle, mon père était un juif d'Algérie, très pro-arabe, favorable à faire à Tabas, qui a dû quitter l'Algérie bien avant les Pieds Noirs parce qu'il avait été passé à tabac par les futurs OAS, donc très militant de la cause arabe, et en même temps très sioniste, parce que à son époque c'était tout à fait compatible. Lui, sa vision, c'était, il y a eu de grands empires jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu l'Empire ottoman, il y a eu l'Empire anglais, il y a eu tout ça, et sur les décombres de ces empires, sont nées de nouvelles aspirations nationales. Il disait en premier, il y a eu les socialistes italiens. Il disait le sionisme n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu les socialistes italiens. Et il disait une phrase beaucoup plus provocante, il disait il n'y aurait pas de projet palestinien s'il n'y avait pas eu de projet israélien. Pour le dire autrement, s'il n'y avait pas eu Israël, il y aurait eu un grand projet pan-arabe comme voulait Nasser, mais il n'y aurait pas eu l'invention de l'identité israélienne au début du XXe siècle et l'invention de l'identité palestinienne par Yasser Arafat. Ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas là avant. Ça veut dire le projet d'un État qui allait être Israël et le projet d'un État qui allait être la Palestine, ça n'existait pas. Donc mon père racontait ça. Et il disait plein de choses très marrantes. D'abord, il disait il n'y aurait pas la Palestine s'il n'y avait pas Israël. Ensuite, il disait il suffit de se considérer comme un peuple pour être un peuple. Donc, selon lui, ces deux identités étaient légitimes, même si elles étaient modernes, toutes les deux. Ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas là depuis toujours. Ça veut dire que le projet étatique qu'ils avaient les uns comme les autres étaient des projets modernes. Et il disait une autre chose qui disait son relativisme. Il disait on est pour Israël parce qu'on est juif. Si on était arabe, on serait pour la Palestine. C'était sa manière de dire que tout le monde avait raison et que chacun racontait son récit familial. Il disait aussi une autre chose, comme quoi mon père n'avait pas tort sur tout. Il disait que dans une tragédie, tout le monde a raison, c'est-à-dire qu'il faut apprendre non seulement à entendre le récit de la partie en face, mais surtout à reconnaître la réalité de ce récit. C'est-à-dire, quand les Palestiniens racontent que 750 000 d'entre eux se sont fait foutre dehors en 1948, et que des Israéliens répondent bah, « c'est pas vrai, ils sont partis volontairement », c'est un mensonge. Il est vrai que les 7 États arabes qui ont attaqué Israël le même jour ont recommandé aux Arabes de quitter le territoire pour ne pas se faire massacrer. Mais il est vrai aussi que les Israéliens ont détruit 500 villages. Voilà, ça c'est vrai. Ce qui s'est passé également au même moment, même plus tôt, au moment de la chute de l'Empire ottoman, c'est-à-dire entre les années 1920 et 1960, plus d'1 million de Juifs ont été expulsés du monde arabe. Puisque à l'Empire ottoman faiblissant a succédé des projets panarabes surpuissants qui se sont débarrassés de toutes les minorités du monde arabe. Les Kurdes, les Yézidis, les chrétiens, les Juifs. Pour les Juifs, ça représente plus d'1 million de personnes. Quand j'ai ce genre de discussion avec des amis marocains, ils me disent « tu es vraiment très injuste parce qu'au Maroc, le roi a toujours protégé les Juifs ». C'est vrai, mais la rue les a foutus dehors. Et quand on parle de pogrom, c'est pas uniquement une réalité russe. Quand on parle de pogrom, c'est le Faroud, c'est Constantine, c'est un nombre incroyable de massacres de Juifs qui font que la vie n'était plus possible pour les Juifs dans le monde arabe. Donc la réalité aujourd'hui, c'est une identité palestinienne qui est menacée d'extinction par la guerre,
et une identité israélienne, Israël à la taille de la Normandie, qui est menacée de destruction par 51 États musulmans qui les entourent, et en particulier l'Iran qui est à portée de bombe d'Israël et qui est sur le point de se doter de la bombe nucléaire. Donc quand un Palestinien ou un Israélien vous dit aujourd'hui qu'il a peur de la destruction, il a raison. Il a raison. Ce qui rend toute solution impossible. C'est pour ça que les journalistes israéliens avec qui je parle sont révoltés de nous entendre en France, moi y compris, avoir des discussions de salon en disant on veut un État, on veut 2 États. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est que la guerre a reculé de 10 ans. Il y a en Palestine un leadership du Hamas qui menace aussi de prendre le pouvoir en Cisjordanie. C'est pas la paix qui a même reculé de... La paix a reculé de 10 ans, pardon. Voire de 30. Oui. Il y a en Palestine un leadership qui est tenu par le Hamas. C'est peut-être une responsabilité internationale, mais on en est là. Et il y a en Israël un gouvernement qui est extrêmement faible, qui est tenu par une extrême droite minoritaire, mais qui tient le gouvernement. Donc là, personne ne parle de paix. Là, on est entré dans une guerre, on peut raconter ce qu'on veut depuis la France, personne nous écoute depuis le Proche-Orient. On est rentré dans une guerre qui va durer des années, et la question, c'est pas le conflit avec Gaza, la question c'est le conflit avec le Liban. Il y a un conflit dormant avec le Hezbollah depuis... La réalité actuelle de ce... C'est pour ça que c'est des choses que j'entends pas assez à la télé. La réalité de ces territoires depuis le 7 octobre, il y a plus de 300 000 Israéliens qui n'ont pas rejoint leur domicile depuis le 7 octobre, parce que le nord d'Israël est une no-go zone à cause des bombardements du Hezbollah, et le sud d'Israël à cause des bombardements de Gaza. Aucun cessez-le-feu n'a jamais été respecté ni par les uns ni par les autres, les bombardements continuent. Et en Palestine, il y a plus de 2 millions de Palestiniens qui sont exilés. Là, on peut, le nombre de morts, on ne le sait pas, mais il est forcément colossal, mais il y a plus de 2 millions de Palestiniens qui sont brinque-ballés d'un endroit à l'autre. Donc on est dans une situation de carnage total et de désespoir absolu. Donc je trouve, et la plupart de mes camarades israéliens, quand j'en parle avec eux, il y a quelque chose d'indécent à être là entre nous, à discuter de 1 État, de 2 États, de 3 États. On n'est pas dans ça. On est dans 2 populations qui se détestent, qui n'ont pas envie d'être côte à côte les unes des autres, et qui ne savent pas comment mettre fin au carnage, parce que aucun n'a confiance en l'autre. La petite lueur d'espoir, assez étrange, que j'ai notée dans le livre, et que tous les sondages confortent, il y a 2,5 millions de musulmans en Israël, qui sont citoyens israéliens. Les Israéliens ont tellement peur qu'ils se révoltent qu'ils leur font des sondages en permanence. On leur demande leur identité, ils répondent toujours palestiniens, musulmans, israéliens en tout petit. Pour la première fois après le 7 octobre, cette population, donc soit les Palestiniens d'Israël, soit les Arabes israéliens, appelez-les comme vous voulez, pour la première fois, ils ont mis en premier leur identité israélienne. Ça, c'est une scission profonde avec la population de Cisjordanie et la population de Gaza. Pour quelle raison ? La première, c'est que parmi les victimes du 7 octobre, il y a énormément de musulmans. Des gens qui ont été otages, des gens qui ont été massacrés. La deuxième, c'est que dans l'armée israélienne, il y a énormément de musulmans. Et donc, ces Arabes israéliens, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui ? Ils demandent une réelle égalité avec les Israéliens. Il n'y a pas d'apartheid en Israël, mais il y a des injustices et il y a des tracasseries administratives en permanence, et il y a des crimes contre les Palestiniens qui ne sont pas poursuivis. Depuis le 7 octobre, il y a eu 300 ou 400 morts en Cisjordanie qui font l'objet de très peu de poursuites. Bon, ils demandent une égalité totale, puisqu'ils ont donné leur sang à ce pays, en tant que soldats et en tant que victimes. Et ça, c'est une chose que j'entends assez peu en France. Il y a eu, parmi les moments, vous m'entendez beaucoup dans mon livre, parmi des silences qui ont suivi le 7 octobre, qui font que les Juifs n'ont plus confiance en personne quand on leur parle de Proche-Orient, parce qu'on a bien compris, ben les musulmans d'Israël non plus. Vous savez quoi ? Pendant que j'étais à Tel Aviv, on m'a appelé, parce qu'on m'a dit « Johan, il faudrait que tu viennes », ils ne savaient pas que j'étais en Israël, parce que les familles musulmanes, les familles de bédouins, de victimes du 7 octobre et d'otages, sont à Paris, et elles veulent rencontrer des personnalités musulmanes, des joueurs de foot, des chanteurs, je ne sais pas quoi, qui parlent de leur sort. Personne n'est venu. Il n'y a que le pauvre imam Chalgoumi qui a accepté de se déplacer, parce que l'imam Chalgoumi, je crois qu'il a 19 gardes du corps, parce que c'est le type qui ose ne pas vouloir de massacre. Aucune personnalité musulmane n'a voulu aller voir les familles de bédouins victimes des massacres du 7 octobre. Voilà. Je sais très bien ce qui se passe dans leur tête, ils ont peur de perdre du public, mais enfin ça dit quelque chose. Quand Bernard-Henri Lévy a dit récemment « solitude d'Israël », c'est sans doute vrai, mais ça n'a rien à voir avec la solitude des Arabes israéliens. Mes camarades musulmans ou chrétiens arabes qui sont en Israël me disent c'est terrible parce qu'on est dans cette armée, on a des otages parmi nous, et quand les bombes tombent sur Tel Aviv et qu'on va dans les mêmes abris que les autres, on n'ose pas parler arabe au téléphone pour rassurer notre mère parce qu'on sait qu'on va être mal vu. C'est ça la réalité israélienne.
Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des solutions qui se profilent, mais... Si tu cherches des solutions, c'est pas dans mon livre. Non. Mais au tout début, il y a une discussion avec Frédéric Ancel qui pointe plusieurs pistes. Et dans les pistes qu'il pointe, il y a deux éléments qu'il met en avant. Le premier, c'est, en tout cas, ce qu'il voit, c'est la disparition du Hamas et le départ de Netanyahou, comme peut-être des points de départ à une solution. Alors, j'en viens évidemment à ces questions-là. Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est dans la ligne de mire ? Pourquoi je pose cette question ? Parce que la figure de Netanyahou, elle revient à plusieurs reprises. Et elle revient aussi dans la bouche, je crois que c'est Ingrid, la journaliste, qui explique quelle est la situation de ceux qui, de l'intérieur, notamment au sein d'Haaretz, s'expriment et se permettent de parler de porter une voix contradictoire. Bon, faire attention. Moi, j'essaye d'éviter absolument ça. J'essaye d'éviter les émissions du soir où des spécialistes viennent expliquer ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux au Proche-Orient. Il reste que Frédéric Ancel, je l'aime beaucoup parce qu'il dit des choses assez concrètes. Il dit, de toute façon, au Proche-Orient, tu n'existes que quand tu as des armes. Le jour où le Hamas n'aura plus d'armes, il n'existera plus. Donc, on aimerait que succède au Hamas une faction palestinienne qui souhaiterait la paix, calmons-nous. Mais, tiens, j'ai failli retweeter du Edwy Plenel la semaine dernière, ça aurait été la première et la dernière fois de ma vie. Edwy Plenel a partagé un article d'une revue gauchiste et anti-israélienne américaine qui s'appelle The Jacobin, et l'article est formidable, parce qu'en fait, il dit des choses que je savais pas. C'est un article qui explique que tout le militantisme pro-palestinien en Amérique et en Europe nuit à la Palestine, puisque ce sont des gens qui demandent un État unique pour les Juifs et les Arabes, et ce sont des gens qui demandent la poursuite de la lutte armée. Or, quand on interroge aujourd'hui l'opinion palestinienne, je parle de Gaza, je parle de la Cisjordanie, évidemment ils sont tous favorables au 7 octobre, évidemment ils aimeraient bien qu'on tue tous les Juifs, mais ils veulent plus de lutte armée, parce qu'ils ont compris que ça marche pas. Ils veulent surtout pas un seul État, parce qu'ils détestent les Israéliens et ils ont peur d'eux. Ils rêvent que d'une chose, c'est d'un État où vivre tranquille, avec des frontières reconnues. C'est pas mal, parce que c'est également ce dont rêvent les Israéliens. Donc, quand Frédéric Ancel dit « si on se débarrassait du Hamas, il y aurait des perspectives », c'est pas complètement débile. Bon, quand il dit qu'il y a 3 choses pour qu'il y ait la paix. Ensuite, il dit « départ du gouvernement de Netanyahou ». Là, je crois qu'il faut pas surjouer l'importance de Netanyahou. Netanyahou, c'est une espèce de Berlusconi israélien, c'est-à-dire que pourquoi il a fait un gouvernement avec l'extrême droite, à chaque fois qu'on l'interroge là-dessus, il dit « ah, c'est normal, c'est parce que la gauche n'a pas voulu faire un gouvernement d'union nationale avec moi », ce qui est arrivé 10 fois. Donc, Netanyahou, il sait surnager dans tous les moments de gouvernement et il sait être assez passif pour survivre. Là où on se trompe sur Netanyahou, c'est quand, depuis la France, on s'imagine que Netanyahou est belliciste, militariste, proche de l'armée, c'est tout l'inverse. Netanyahou est depuis toujours un ennemi de l'armée israélienne. La plupart des gradés israéliens que je connais sont de gauche, voire d'extrême gauche, sont très pro-arabes, regrettent ce conflit et le mènent comme ils peuvent. Netanyahou, c'est l'ami de la police de son ami d'extrême droite Ben Gvir. Il a désarmé le sud d'Israël pour donner des fusils aux colons de Syrie. Enfin, il a fait n'importe quoi. Mais le départ de Netanyahou ne réglera rien du tout. Je crois que ça fait juste plaisir à l'opinion française de dire que Netanyahou est responsable de tout. C'est sans doute véritablement un seul type. Pas l'opinion en Israël, c'est pas pareil. Non, en Israël, ce qui s'est passé, c'est bien antérieur au 7 octobre, c'est qu'il y a eu une tentative du gouvernement actuel de modifier les fondements juridiques de l'État d'Israël. Il y a eu une tentative de modifier le rapport à la Cour suprême qui a traditionnellement toujours été humaniste et de gauche, mais qui appartenait à l'intelligentsia ashkénaze israélienne. Or, l'immense majorité des Israéliens sont soit des Mizraïm, à 70%, c'est-à-dire des Juifs orientaux, soit des Russes, soit des Ukrainiens, c'est-à-dire des gens qui viennent de classes beaucoup plus populaires, qui sont beaucoup plus de droite, et qui se sentent bridés par cette Cour suprême. Je vais dans des détails, mais bon. Ce qui n'est pas un détail, c'est qu'au printemps dernier, la plupart de mes amis de Tel Aviv manifestaient toutes les semaines contre ce gouvernement, et un jour, ils ont été chargés à cheval par la police. Et j'ai vu des amis à moi blessés à la suite d'une manifestation, et là, ils m'ont tous dit, on ne comprend plus le pacte social israélien, on ne comprend plus ce qu'on fait dans ce pays. Je tiens à redire qu'après le 7 octobre, pas un seul de ces amis n'a quitté Israël, alors qu'ils étaient tous sur le départ. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y ait eu un gouvernement de gauche, de droite ou d'extrême droite en Israël, la guerre aurait sans doute été menée de la même façon, jusqu'à récemment, parce que tout simplement, ils se sont trouvés précipités dans une guerre qu'ils ne savaient pas comment mener. Et l'autre chose que dit Ancel pour qu'il y ait la paix,
il dit il faut que la colonisation s'arrête en Cisjordanie. Il y a, là où il y a un malentendu dans la jeunesse que je rencontre, c'est que la plupart des jeunes que je vois s'imaginent que les Israéliens sont des Blancs qui sont arrivés au Proche-Orient en 1948 pour voler une terre qui n'était pas à eux. C'est-à-dire comment faire 6 contresens en 3 phrases, il n'y a pas mieux. Or, la réalité du peuplement israélien est tout autre. La réalité, c'est que depuis le début du XXe siècle, il y a eu toutes sortes de tentatives et de propositions pour mettre quelque part les Juifs qui habitaient là depuis toujours, les Arabes qui sont arrivés quand les Juifs sont venus pour bosser avec eux. C'est une région qui s'est peuplée à partir des années 1900-1920, après qu'on ait arrêté la malaria, après qu'on ait cessé la désertification. Donc c'est une région, il y a un peuplement millénaire mais tout à fait résiduel, qu'il s'agisse des Juifs et des Arabes, le peuplement massif est récent dans cette région. Donc on a affaire à des Juifs qui venaient du monde entier, mais avant tout du monde arabe, et on a affaire à des Arabes qui venaient de la région et qui se sont sédentarisés parce que le travail s'est développé. Et le projet de 2 États, il y a je ne vais pas revenir à la commission Peel, au machin, mais enfin, tiens, la question que je pose aux étudiants à chaque fois que je les vois, est-ce que vous savez à qui on a offert les 75% de la Palestine mandataire? Un roi saoudien, et ça s'est appelé la Jordanie, pour faire plaisir aux Anglais. C'est-à-dire que 75% du territoire a été donné à quelqu'un. Est-ce que vous savez qui possédait la terre de cette région? Eh ben, des grands propriétaires qui étaient en Égypte, au Liban, donc partout dans le Proche et Moyen-Orient, sauf là. Et les Juifs, ils n'ont rien volé, ils ont acheté. Ça a été validé par toutes sortes de gouvernements et ça a fini en 1948 par la création d'un État qui a été attaqué par 6 ou 7 pays le jour de sa création. Et depuis, il y a l'histoire de toutes les guerres israélo-arabes. Là, on ne peut pas parler de colonisation. Là, on peut parler de 2 anciens peuples colonisés qui se sont débrouillés comme ils pouvaient. Là où on peut légitimement parler de colonisation, c'est pour la Cisjordanie. Mais il y a une raison. Et en Cisjordanie, c'est pas des extrémistes, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est des pauvres. Israël met ses pauvres en Cisjordanie. Et pourquoi ils s'en vont pas? Parce qu'il y a une fois où ils sont partis d'un territoire, en 2005, ils ont quitté un territoire qui s'appelle Gaza. Tous les Juifs sont partis. Il n'y a plus un seul Juif à Gaza depuis 2005. Ils ont même vidé les tombes juives pour pas qu'elles soient profanées. Et ça a été la porte ouverte au Hamas. Et toutes les discussions sur un État palestinien, elles s'arrêtent dès qu'on dit « Ah oui, mais c'est le Hamas qui va diriger ». Et donc voilà. Mais quand Ansel dit il faudrait 3 choses pour que ça s'arrête, c'est arrêt du Hamas, arrêt d'un gouvernement d'extrême droite et arrêt des colonisations en Cisjordanie, il a raison. Mais moi j'essaie, vraiment le livre n'est pas là-dessus. Ça c'est 3 pages où j'ai essayé de faire parler un spécialiste. J'ai tout un livre de 450 pages où j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire j'essaie de faire parler des individus qui disent leur désarroi, qui disent leur malheur, qui disent on ne sait pas. Et ce qui est certain sur ce territoire, c'est que dès que quelqu'un vous dit c'est très simple, vous êtes sûr qu'on va vous sortir une connerie, quel que soit le camp dont vient cette personne. Je reviens à la méthode. Donc il y a ces rencontres avec des vraies personnes, d'autres dont on imagine, alors des vraies personnes ou personnages, d'autres dont tu as dit que c'était des mélanges. Et puis il y a quand même la touche phare, c'est-à-dire des chats, des fantômes. Quelle est l'utilité, quel est le besoin de faire surgir des personnages qui sont des incarnations de pensée, des incarnations d'absents? Il faut une part de poésie pour rendre, j'ose pas dire plus léger, Je sais pas. En fait, c'est assez concret. Les 2 vrais fantômes que j'ai fait intervenir, c'est mon grand-père maternel et mon père. Parce que je me souviens très précisément de ce qu'ils m'ont raconté pendant toutes les années où je les ai connus, et chacun d'eux avait une vision très particulière du Proche-Orient et très particulière de l'histoire juive. Donc j'essayais de les faire parler parce que je me souviens de ce qu'ils disaient et que ça me paraît très concret. Donc mon père, je vous en ai parlé. Mon grand-père, c'était beaucoup plus défaitiste. Mon grand-père, il venait d'une famille ukrainienne, de Juifs d'Europe de l'Est. Toute sa famille est morte pendant la Shoah par balle. Et lui, il est arrivé en France dans les années 20-30, il a épousé ma grand-mère, il était médecin. À l'époque, la France importait des médecins polonais, de la même manière qu'elle importe des plombiers polonais plus récemment. Et il a été fait français en 1940, enfin après la guerre, pour service rendu à la patrie, parce qu'il a été combattant pendant toute la guerre. Mais lui était très défaitiste. Lui, il disait il n'y a pas de terre promise, même pas Israël. Lui, il considérait que la paix relative qu'on avait après Auschwitz n'allait pas durer. Il disait on en a pour quelques décennies, ça va reprendre. Et pour lutter contre l'antisémitisme, il avait 2 méthodes pour dire s'il était défaitiste. La première, il disait le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme, c'est de laisser un gros pourboire. Et le deuxième, qui venait sans doute de multiples expériences personnelles, il disait l'antisémitisme s'arrête à la porte des chambres d'hôtel. Voilà.
Et ce qu'on peut remarquer aussi avec le racisme anti-arabe et avec le racisme anti-noir, et les gens sont beaucoup plus tolérants quand on est seul dans une chambre. Mais ça, c'était les leçons de mon grand-père. Mais à part ça, et c'est grand point commun entre mon grand-père et Clément Rosset, mon prof de philo, c'est que c'était des pessimistes joyeux. C'est-à-dire, n'attendant pas grand-chose de leurs frères humains, c'est des gars qui profitaient vraiment de chaque jour, qui étaient assez marrants, qui faisaient des blagues en permanence. Et malgré tout, il n'y avait pas beaucoup d'espoir chez lui. Tu parles à un autre moment dans le livre, la différence ou des ressemblances entre chacun d'entre nous, et tu dis « nous sommes semblables dans notre désarroi ». Oui. Là, pour le coup, c'est une phrase de pessimiste ou d'optimiste ? Avant tout, je ne m'adresse pas qu'aux juifs, parce que par expérience, quand on commence par s'en prendre aux juifs, c'est qu'on est en train de détricoter bien autre chose. Et beaucoup de mythes se sont écroulés après le 7 octobre. Pour des juifs, le premier, c'est la sécurité qu'offrait le monde laïque et républicain français. Mon grand-père, toujours le même, disait on fuyait pas seulement les pogroms, on fuyait aussi nos rabbins. Cette emprise du religieux sur le quotidien, ce communautarisme, cette haine en permanence, ça y est, ça nous a rattrapés. Maintenant, la France a le nez dedans. D'ailleurs, ce qui est particulièrement cruel, c'est d'entendre des gens nous dire « Ah bah après le 7 octobre, les Juifs, ils se sont beaucoup communautarisés, ou ils se sont beaucoup repliés sur eux-mêmes. » Or, c'est l'inverse. C'est que du jour au lendemain, notre univers est devenu tout petit parce qu'on s'est senti pas compris. Ce qui s'est passé, j'ai beaucoup de camarades historiens de la Shoah qui m'ont reproché d'avoir fait le lien entre certains massacres du 7 octobre et la Shoah par balle. Parce qu'ils m'ont dit, même si les images ressemblent, rien ne ressemble à la Shoah. Cependant, si on appelle pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre, dans la peau de chaque juif, ce qu'on a entendu, c'est qu'on a brûlé des juifs dans des granges. Et ça, c'est vieux comme le monde, et ça, on sait ce que c'est, on sait ce que ça veut dire. Je crois que le grand point commun entre les Noirs et les Juifs, c'est qu'il y a certaines violences qu'on sent dans notre peau et dans nos os, parce que nos ancêtres les ont subies pendant des millénaires. Et donc, en un instant, on a eu Israël ne constitue plus un refuge protecteur pour nous, c'est le lieu où nos enfants vont ou être tués ou être envoyés à la guerre. J'ai 3 petits cousins qui sont dans l'armée, dont un qui se relève de 1 mois et demi de coma après avoir été blessé. Et l'autre chose, c'est quand j'ai expliqué partout qu'il y a eu plus 1000% d'agressions anti-juives après le 7 octobre, c'est les chiffres de la préfecture, c'est bien avant la réponse israélienne. Donc c'est le pogrom qui a créé cette violence. On représente 0,6% de la population française. Je comprends parfaitement que la plupart des Français en aient marre d'entendre parler des Juifs dès qu'ils allument leur télé. Pour être tout à fait honnête, moi aussi. Simplement, moi j'ai pas le luxe de me taire. Parce qu'en plus, mon étoile de David, c'est ma tête, donc tout le monde me reconnaît. Donc je suis dans une situation extrêmement paradoxale, c'est que d'un côté, dans ma vie personnelle, tout va très bien. J'ai perdu aucun ami depuis le 7 octobre. Je pense en particulier à mes camarades musulmans, qu'ils soient maghrébins, qui viennent du Golfe, ou mes camarades iraniens. Ça a été ceux qui ont eu le plus de sollicitude pour moi. Même si on a des désaccords, l'amitié reste, l'amour reste. Bon, mais comme dit Marjane Satrapi, il suffit d'une personne pour te tuer. Et les agressions physiques, les agressions symboliques, si vous voulez, c'est public, allez voir le détail des agressions anti-juives que subissent les élèves de Sciences Po depuis le 7 octobre, c'est à vomir, c'est à vomir. Je vois le visage des mamans juives qui trimballent leurs gamins en poussette en sortant de l'école, je vois les juifs qui changent leur nom sur les applis de portable, je veux pas vous dire le détail des insultes que je reçois sur Internet, mais il suffit d'être juif et de parler pour se faire insulter, et je vais être positif, dans la vraie vie, les gens sont adorables. Pour rigoler, mais c'est vrai, depuis le 7 octobre, j'ai failli me battre que 3 fois. La plupart des gens sont pleins de sollicitude, sont adorables, etc. Mais il s'est créé quelque chose qu'à part mon grand-père, personne pensait qu'on vivrait de notre vivant. C'est-à-dire quelque chose, et face à quoi la République est pour rien. Les instances françaises, elles font de leur mieux pour éviter le racisme, éviter l'antisémitisme. Bon, on va pas mettre un policier derrière chaque juif, ça n'a aucun sens. Et il y avait jusqu'à un moment certaines barrières. Moi, j'avais inventé un slogan pour LFI jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était « Sales juifs, nous ne sommes pas antisémites ». Ça vaut pour l'extrême droite aussi, c'est-à-dire que dès qu'on les traite d'antisémitisme, ils nous insultent. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui a été... Moi, je peux même vous dire quand ça a commencé, parce que j'étais journaliste à Charlie Hebdo. Ça a commencé il y a 20 ou 25 ans, quand Dieudonné a créé cette... Parce qu'avant, dans les mouvements pro-palestiniens, il y avait 20 ou 30% de juifs. Tout simplement parce qu'on a de la famille là-bas, parce qu'on veut le bien du Proche-Orient et qu'on allait participer. Bon, il y a 20-25 ans, Dieudonné a créé une liste qui s'appelait Euro-Palestine, et dans son théâtre de la Main d'Or, où commençaient certains comédiens qui sont aujourd'hui sur une radio nationale,
dans son théâtre de la Main d'Or, il a fait une soirée où il huait des noms de personnalités juives. Alors pour pas dire juif, on disait sioniste, c'est quelque chose qui a prospéré depuis. Et à ce moment-là, le militantisme pro-palestinien est devenu interdit aux juifs. C'est-à-dire tant que vous n'arrivez pas dans ces manifestations en disant que vous êtes favorable à la destruction de l'État d'Israël et de ses 10 millions de citoyens, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le... Enfin, vous n'avez pas votre place. Et on a une jeunesse aujourd'hui qui se dit de gauche, qui se dit d'extrême gauche, mais qui a été éduquée par Dieudonné et Alain Soral. Et parmi cette jeunesse, il y a des cadres de LFI, il y a aussi des cadres du Rassemblement National, mais qui ont appris à pas le dire, parce qu'on a dit que c'était pas bon pour Marine Le Pen, et on se trouve dans une situation catastrophique. Voilà, le nombre de rendez-vous manqués qu'il y a eu avec la communauté juive française depuis le 7 octobre, c'est absolument terrible. Le 9 octobre, on a manifesté contre les massacres, pour les victimes. Il paraît qu'on était 10 000, on était 9 990 juifs et 10 Iraniens. On marchait sur le boulevard du Trocadéro vers la Tour Eiffel, et il y avait une vieille dame juive qui ressemblait à ma grand-mère, qui était à côté de moi, elle avait un tout petit drapeau israélien. Et pendant qu'on marchait, les balcons se fermaient sur l'avenue du Trocadéro, et la vieille dame me disait « Pourquoi ils sortent pas nous applaudir ?» Et au bout d'un moment, elle m'a fait marrer. On arrive, il y a la Tour Eiffel qui s'allume en bleu et blanc aux couleurs d'Israël, et elle me dit « C'est tout ?» Je dis « Mais quoi, madame, elle veut pas s'envoler ?» Bon, rendez-vous manqué. Quelques semaines après, les personnalités du spectacle qu'on n'avait absolument pas entendues, alors que quand quelqu'un est mégenré ou quand quelqu'un se trompe sur le métal d'une dosette à café, ils signent tous une pétition. On n'a entendu personne après le 7 octobre. Ils ont fait une immense manifestation depuis l'Institut du monde arabe jusqu'au musée d'art et d'histoire du judaïsme, ce qui m'aurait fait très plaisir parce qu'il y avait une expo de moi. Malheureusement, ils avaient que des drapeaux blancs. Il n'y avait pas l'appel à relâcher les otages. Il n'y avait pas que des drapeaux blancs. Et on a demandé à une grande comédienne pourquoi elle manifestait. Elle a répondu pour qu'on nous foute la paix. Bon, le message était passé. Et la suite, pour pas accuser uniquement Jean-Luc Mélenchon, moi quand j'étais jeune, on avait un président de la République qui avait été pourtant décoré de la Francisque par le maréchal Pétain, mais quand des tombes juives ont été profanées à Carpentras, il est descendu dans la rue avec 2 millions de citoyens français. Bon, il y a eu une grande marche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron n'est pas venu, et on a dit dans son entourage que ça aurait été clivant pour la population française, bon. Et l'extrême gauche n'est pas venue au motif qu'il ne fallait surtout pas manifester avec l'extrême droite. Le problème, c'est que l'extrême gauche, 2 ans avant, avait manifesté aux côtés de l'extrême droite contre les retraites. Donc il aurait été plus honnête de la part de Macron et de la part de l'extrême gauche de dire qu'il fallait surtout pas perdre des voix en s'affichant à côté des juifs. Parce qu'au bout d'un moment, ce dont il est question, c'est ça. Et parmi les rendez-vous manqués, le moment où tu attends que tout le monde se réveille, il y en a un autre, c'est au-delà de mon livre, c'est il y a 10 jours. Il y a 10 jours, Glucksmann, donc, qui représente les oripeaux du Parti Socialiste, à qui on ne peut pas reprocher d'être pro-palestinien, puisqu'il hurlait en faveur de la Palestine dès le lendemain des massacres du 7 octobre. Plus pro-palestinien que lui, je ne vois pas. Il subit des insultes anti-juives depuis le 7 octobre, sans interruption. Il a été agressé physiquement lors de la manifestation du 1er mai, et ça n'a pas créé un réveil ou un sursaut ou quoi que ce soit. Et maintenant, on arrive sur ce qu'ont subi le collectif Golem hier ou avant-hier à la fac de Lille. Donc Golem, ils essayent de tenir sur une vision que je défends et qui me paraît très courageuse. Ils sont favorables à un État palestinien, ils sont favorables à un cessez-le-feu, ils sont favorables au retour des otages, ils veulent le bien-être des 2 populations, et ils parlent en tant que jeunes juifs de gauche, c'est-à-dire qu'ils se font insulter par beaucoup d'autres juifs. Ils sont venus pour participer à des dialogues sur la paix, ils se sont fait insulter, ils se sont fait hurler dessus jusqu'à ce qu'ils quittent la salle. Et donc aujourd'hui, il faut arrêter de s'inventer des mots. Aujourd'hui, c'est la parole juive qui est criminalisée où qu'elle arrive. Donc moi, j'étais pas prêt à ça, et je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Je vois un combat changer. Je veux plus raconter que je suis français par hasard ou par accident ou m'excuser. C'est mon pays, au même titre que mes autres concitoyens, et je veux pas qu'on me pousse à la mer ou qu'on me pousse à la rue, et je veux pas qu'on me fasse taire. Et je veux pas, dès que je prends la parole, qu'on m'explique que je suis d'extrême droite ou que je suis sioniste, alors que les gens qui manipulent ce mot savent pas ce qu'il veut dire, ils savent, bon. Sioniste, c'est comme socialiste, ça veut rien dire, on peut tout mettre dedans. Donc voilà, il y a une tentative de faire taire, il y a une tentative de faire disparaître de l'espace public, et mon livre sert pas à résoudre ce problème, il sert à le raconter. Voilà. Sans trop d'espoir. Se poser des questions. Je vais revenir sur une chose, quand tu parlais des points de convergence historique qu'il pouvait y avoir entre les populations juives et les populations noires. Je voudrais juste rappeler que la chanson Strange Fruit, qui a été chantée par Billie Holiday, a été écrite par un juif, et que c'était pas non plus anodin qu'il y ait eu ce ressenti qui soit si proche entre une personne qui, je crois, venait d'Europe,
qui avait fui le nazisme, et que Billie Holiday se soit approprié cette chanson pour la chanter et qu'elle l'ait popularisée. Et j'aimerais ensuite, on va bientôt passer aux questions de la salle, évoquer une chose qui nous ramènera au journalisme et à la manière dont on peut réagir aux événements et la manière dont on se fait aussi instrumentaliser. La question, il y a deux choses qui se sont passées très récemment. Enfin, il y a quelques mois, c'était les fameux pochoirs avec les étoiles sur les façades des maisons. Récemment, ça a été les mains rouges qui ont été peintes sur le mémorial de la Shoah. Et il se trouve que dans les deux cas, c'est une instrumentalisation qui vient de Moscou, par des chemins détournés. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ce genre d'événement ? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le pogrom de Kishinev et les grands pogroms en Europe de l'Est, ils avaient été déclenchés par les services secrets russes parce que le tsar essayait de faire oublier ses défaites militaires face au Japon. Je suis effaré par les gens qui, lorsqu'ils apprennent que ces mains rouges ont été peintes par des agents russes, diront « Ah, tu vois, c'est pas antisémite ». C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est que les gens qui veulent mettre le feu aux poudres dans notre pays ont tout à fait compris que la haine du juif, ça allait marcher. Et je vais vous dire, quand vous êtes juif et que vous voyez ces mains rouges sur le monument des Justes, ou vous voyez des étoiles de David sur les murs, qui les a fait, ça a assez peu d'importance. Ce qui est important, c'est l'effet que ça a sur l'espace public. Ce qui est important, c'est que ça arrive aujourd'hui et que ça crée des vocations. Donc je voulais dire aussi une chose sur la gauche qui m'importe beaucoup. Moi, je reste de gauche, je reste d'extrême gauche, et j'ai beaucoup de camarades qui se taisent parce qu'ils savent pas comment parler, et je n'arrête pas d'être contacté. Il y a des gens très courageux. Il y a le magazine Fakir qui est venu m'interviewer à la sortie de mon livre en sachant tout à fait ce qu'ils allaient prendre dans la gueule, comme insultes, comme des abonnements, comme tout ça, mais tout simplement parce que François Ruffin, à mes yeux, il a toujours eu une ligne extrêmement claire. Il est tout à fait favorable au bien-être des Palestiniens, il est très critique de la droite et de l'extrême droite israélienne, mais il n'est pas antisémite, mais il n'est pas hostile à l'existence d'Israël, et le courage de m'inviter dans son journal, c'est quelque chose. J'ai beaucoup de camarades du PCF, j'ai beaucoup de camarades de la CGT, qui disent à quel point on les fait taire dans les trucs. Et j'ai l'histoire la pire, et évidemment elle veut pas qu'on dise son nom, une des fondatrices, une des créatrices de noutout.org, qui est une fille arabe, qui raconte comment elle s'est battue pour qu'on parle des victimes des viols et des massacres du 7 octobre, on l'a menacée de la virer de l'association. Et elle n'est pas la seule. Donc en interne, à gauche et à l'extrême gauche, ça discute, ça se bagarre. Et moi, je ne souhaite qu'une chose, j'ai jamais voté aux européennes, je ne souhaite qu'une chose, c'est la pire défaite pour Mélenchon et son camp, pour que ce gars qui ressemble beaucoup plus à Doriot qu'à un homme de gauche disparaisse. Et il fait taire parce que, je vais vous dire un secret sur le Proche-Orient. De l'extrême droite à l'extrême gauche, on pense tous exactement la même chose. On a tous envie que la guerre s'arrête, que les otages reviennent, qu'il y ait deux pays qui vivent en sécurité. C'est tout. Donc ce dont il est question là, aujourd'hui, en France, c'est de France. Il n'est pas question du Proche-Orient. La voix française, malheureusement, au Proche-Orient, ça fait 30 ans que plus personne n'écoute, ni chez les Arabes, ni chez les Israéliens. Il est question de névrose française qui utilise le Proche-Orient pour créer de la haine. Et je crois qu'il y a énormément de gens silencieux, de bonne volonté, qui savent pas comment parler. Je pense aussi à des camarades qui travaillent dans le monde du spectacle. Les gens qui sont juifs aujourd'hui, dans le milieu trans, dans le milieu gay, dans le milieu de la télévision, dans le milieu du cinéma, qui ont des difficultés à parler de leur judaïsme, parce que dès qu'ils parlent, ce sont des micros et des méga-agressions. J'ai un étudiant qui m'a dit il y a quelques jours, j'ai écrit ça sur Instagram, mais j'ai entendu cette histoire 100 fois. Il dit, quand j'arrive en fac, tout le monde sait que je suis juif, donc il ne me lâche pas tant que j'accepte pas de parler de Proche-Orient, alors que je n'ai pas envie d'en parler, je suis pas spécialiste, je connais pas le sujet. Quand enfin on m'oblige à parler, je dis les deux phrases les plus pacifiques qui me viennent à l'esprit, et quoi que je dise, ils me tombent tous dessus en disant, t'as pas le droit de dire ça. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent d'un juif dans ce milieu? Soit qu'ils disent tout comme eux, comme ça ils peuvent dire c'est formidable, on a un allié juif. Je vous raconte une anecdote sur Sciences Po Paris. Ils ont voulu faire croire que dans leur collectif il y avait plein de juifs. Comme il y en avait 3, ils ont mis que des initiales, donc ils ont inventé des juifs. Bon. Soit ils ont envie que ce juif soit pas d'accord avec eux, comme ça tout le monde peut lui tomber dessus en disant comment peux-tu dire ça? Mais ça fait taire aussi beaucoup de personnes qui sont pas juives, qui sont révoltées par ça et qui savent pas comment le dire. Il y a un événement, selon moi, qui a représenté un tournant, c'est le concours de l'Eurovision il y a 10 jours, où on voyait cette jeune chanteuse israélienne qui n'est pas politisée, qui a 20 ans, qui a dû réécrire 3 fois les paroles de sa chanson pour que ce ne soit pas une référence directe au 7 octobre, elle voulait juste chanter pour ses camarades qui sont morts le 7 octobre, on l'a laissé chanter, et face à elle,
il y avait des centaines et des milliers de personnes qui huaient, on va pas me dire que c'était des pacifistes, c'était des gens qui appelaient au meurtre. Et face à ça, peut-être que les élites ont des mots en disant c'est une salle sioniste, mais les vrais gens, ils sont révoltés. Parce que les vrais gens, ils voient très bien qu'il y a une foule qui veut tuer une juive. Et c'est rien d'autre. C'est pas pour la Palestine, c'est pas pour le Proche-Orient, c'est de la haine pure. Et il me semble, en tout cas je veux croire, que l'immense majorité silencieuse des Européens et des Français voit bien que ça, c'est pas la paix, c'est pas la fraternité, et c'est un appel au massacre. Et je me demande juste quand est-ce qu'on va se réveiller et quand est-ce que les silencieux vont parler. Une dernière question avant de donner la parole à la salle qui applaudit. Pendant ces 4 mois de conception de l'album, pendant lesquels tu as vécu cet album ô combien, je ne parle pas de la partie peut-être encore plus délicate, difficile, parce qu'il y a aussi la partie personnelle, intime, les deuils et les autres moments très délicats que tu racontes. Quid de tes autres créations? Est-ce que tu as eu ton esprit et ta créativité complètement dévorés par cette situation-là, ou est-ce que malgré tout, en guise de réponse et de pulsion de vie, tu as pu ailleurs continuer à créer? Non, c'est la première fois que je me suis concentré sur un seul truc pendant 4 mois, et je pense que c'est très bien pour le livre. Et la difficulté, elle est plus aujourd'hui, où je continue à raconter ce qui se passe au jour le jour, et je veux pas me faire manger par ce sujet. Donc on a eu une réunion hier chez mon éditeur. Laurent Muller est là, je voudrais qu'on l'applaudisse, c'est mon éditeur, il a pris beaucoup de risques. Il est très courageux. Il sait qu'on va l'applaudir. Regarde-le qui lève la main, il sait qu'on va l'applaudir. Mais non, il a pris beaucoup de risques, y compris commerciaux, parce que 450 pages au prix où on les vend, s'il en vend pas, c'est fini les arènes. Mais là, les arènes, elles vont bien. Mais ce qui est difficile, c'est de décrocher de ça, parce que j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Je voudrais vraiment, un jour, faire un livre sur l'histoire du Proche-Orient telle que je la comprends, tout simplement parce que beaucoup de nos gamins, pas forcément juifs, le demandent. Ils disent, mais quand on nous interroge, on ne sait pas quoi répondre. Moi, je sais à peu près, je sais pas beaucoup, mais je sais à peu près, et je voudrais bien faire un livre là-dessus, mais je pense que pour ma santé mentale, c'est mieux de pas le faire tout de suite. Si je peux dessiner un peu des fées et des dragons avant, je pense que c'est mieux pour tout le monde, et je voudrais pas me faire avaler par le conflit qui rend fou. Comme promis, on va passer aux questions de la salle. Alors, je crois qu'il y a un deuxième HF qui va pouvoir tourner. Donc, si vous avez une question, vous levez la main, on vous fait passer un micro et vous la posez. Alors, on va commencer avec une question au fond. Le micro va venir, rassurez-vous. Alors, oui, relevez la main s'il vous plaît, voilà. On vous la porte. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci, c'était tout à fait passionnant. J'ai une question. Vous avez brièvement parlé des élections européennes en disant d'un côté, j'espère qu'un des candidats va prendre une calotte, mais en même temps, je ne vais jamais voter aux européennes. Alors, pourquoi ? Parce que je suis paresseux, parce que je suis pas un si bon citoyen que ça, c'est tout. Mais je peux pas ne pas voir. Moi, j'essaie de jamais nommer les gens. Vous remarquez que je fais jamais. Il y a une représentante LFI qu'on a interrogée sur son engagement pour le Proche-Orient. Elle a dit c'est formidable, j'ai découvert ce sujet il y a 1 an. Donc on est face à ce genre d'engagement. Mais je nomme jamais les gens. Mais je peux pas ne pas voir que si Jean-Marie Le Pen disait le 100e de ce que disent Mélenchon et ses copains depuis quelques mois, mais il sera en prison. Et il faut qu'on se sorte de la tête. De la même manière, je veux arrêter la proximité avec d'autres minorités, mais demander à des Noirs si la gauche est raciste ou pas, demander à des homosexuels si la gauche est homophobe ou pas, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie sont très également répartis de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et soit on est sérieux dans sa lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, soit contre l'homophobie, soit on est un clown. Si on est sérieux, même quand ça vient de gauche, même quand ça vient d'extrême gauche, on le dénonce. Et l'espèce de parapluie de protection
pour moi, il n'a pas de valeur. Quand j'entends une phrase anti-juive, c'est une phrase anti-juive. Quand j'entends qu'on sous-entend que le pays serait manipulé par le CRIF, quand on sous-entend que les juifs tiendraient les médias, quand on sous-entend qu'on n'aurait plus le droit de rien dire, ça s'appelle de l'antisémitisme. Quand on sous-entend que l'État d'Israël et ses 10 millions de citoyens ne devraient pas exister, ça s'appelle de l'antisémitisme. Quand on sous-entend qu'Israël est construit sur des terres volées, ça s'appelle de l'antisémitisme. C'est pas pour des raisons idéologiques, c'est que plus d'un juif sur 2 sur cette planète habite en Israël. Donc on appelle à leur extermination. Et il y a une manière intelligente d'appeler à la survie des 2 peuples, d'appeler à la paix, sans la solution de facilité qui consiste à vouloir exterminer un des 2 belligérants. Voilà. Mais je suis pas la personne la plus politisée du monde. Moi, depuis que j'ai le droit de vote, mon droit de vote a toujours consisté à voter contre la famille Le Pen. C'est que sans doute que sans la famille Le Pen, j'aurais été un bien moins bon citoyen en France. Ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est que maintenant il faut voter contre les Le Pen, il faut voter contre les antisémites d'en face, et en plus je déteste Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui me reste? Voilà, il va falloir voter quand même. Alors se présenter. Ça va être très beau. Question ici. Oui, juste une petite question. Mais déjà, merci pour cet échange, c'est vraiment très enrichissant. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on a des propos, on entend des propos antisémites qui passent dans la bouche de certaines personnalités. La France est un État de droit, il y a des lois contre ce genre de propos. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'en fait, ces personnes ne sont pas poursuivies? Ou quand elles sont poursuivies, elles sont souvent relaxées. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, la loi ne passe pas? Alors, malheureusement non. Malheureusement non, et c'est là... je défends toujours les comiques. Je vais pas surjouer avec Guillaume Meurice une sympathie que je n'ai pas, parce que je connais son histoire, mais j'aurais été le premier au monde à m'opposer à son éviction. Je pense qu'on n'a pas à virer un comique, il peut faire les blagues qu'il veut, il peut dire des conneries, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. En revanche, quand il prend un micro et qu'il dit « on m'a pas viré, ça veut dire que ma blague n'est pas anti-juive », là il nous prend pour des cons. Comme les gens qui disent une phrase raciste et qui ne se mangent pas un procès, comme les gens qui disent une phrase homophobe et qui ne se mangent pas un procès. Le principe de la France, et je m'en réjouis, c'est une immense liberté de parole. Il y a très peu de pays comme la France qui donnent une telle liberté à leurs concitoyens dans la critique, dans la moquerie, mais je trouve ça très bien, j'ai surtout pas envie que ça change, donc je fais pas partie des gens qui veulent criminaliser le débat. La réalité, c'est qu'on sait tous très bien qu'une phrase raciste, une phrase anti-juive, une phrase homophobe, il y a 1000 manières de la dire sans tomber sous le coup de la loi. Par exemple, au lieu de dire juif, on dit sioniste. Et hop, on est tranquille. Voilà. Et simplement, quand on connaît l'histoire du sionisme, on sait que ça englobe des marxistes, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, des gens qui étaient liés à Moscou, des gens qui étaient liés... Bon, ça veut tellement rien dire, bon, on a compris qu'on veut dire juif au bout d'un moment. Et c'est de même manière, les gens qui sont homophobes ont 1000 façons de faire passer leur discours, les gens qui sont racistes également. Donc je fais partie des gens qui pensent pas que le combat doit se mener sur le terrain légal, sauf dans certains cas. Quand la faculté de Lille organise un débat hier et qu'elle laisse des juifs se faire insulter et se faire quasiment foutre dehors, là c'est le directeur de l'université qui est responsable. Et là, il était dans la pièce, il a rien dit, là il est responsable parce que c'est son école. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez faire quand des mamans juives me disent que maintenant, dès le collège, dès le lycée, leurs gamins se font ostraciser, leurs gamins se font virer dès qu'ils ont un téléphone, des boucles WhatsApp, ou etc. Et il y a un moment où on est dépassé. Moi je crois pas au combat judiciaire, je crois à un... C'est ridicule, mais je crois à un réveil citoyen, je crois que ces choses-là existent. J'espère aussi que quand il y aura un apaisement des situations au Proche-Orient, peut-être que ça ira mieux. J'ai voulu rassurer une vieille dame juive il y a quelques jours, je lui ai dit « rassurez-vous, c'est qu'une période », et elle me dit « tu te trompes, c'est que le début ». Je suis tout à fait d'accord avec vous, je partage votre optimisme. Ça, c'est gentil. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que la majorité, parce que je suis persuadé que c'est une majorité qui est silencieuse, se réveille? Quelle est la petite étincelle qui ferait qu'aujourd'hui ou demain, on puisse réveiller ces gens? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est un pays qui est à 2 doigts d'être gouverné par le Front National, que c'est flippant. On est un pays où les gens vivent des misères absolument terribles, et ce malheur se traduit dans une haine au quotidien. Donc, il me semble qu'un pays qui va mieux, c'est un pays qui a moins de haine. Ensuite, je fais partie des gens qui sont très inquiets de la vulnérabilité de nos démocraties aux manipulations, qu'elles viennent de Russie, qu'elles viennent de Chine, puisqu'on a vu maintenant qu'à Colombia, la plupart des mouvements étaient financés par des fonds chinois. Enfin, on est dans des trucs... on est devenu beaucoup plus vulnérable qu'avant à des manipulations. On parlait des trucs russes récemment. On est des pays fragiles.
On est des pays très fragiles et on tient. C'est pour ça que je disais en début que le journalisme c'est important, le travail d'historien c'est important, ce qui se passe à la télévision c'est important. Le jour où on a commencé à mélanger la politique et le spectacle, quand il y a eu des imbéciles comme Hanouna qui ont eu des émissions et des choses comme ça, on est arrivé dans un monde où plus rien n'a d'importance, donc c'est notre petit. Moi à chaque fois que je vois un prof d'histoire, j'ai envie d'allumer un cierge, de l'embrasser, mais c'est comme ça qu'on va s'en sortir, je crois. Et puis c'est des vagues, il y a des vagues. Madame. Ma question va un peu dans le même sens. Vous êtes intervenu à Sciences Po. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans votre livre, bien que je lise aussi beaucoup de choses sur le conflit et sur la situation depuis très longtemps. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ces profs d'histoire là dont vous venez de parler, ils n'ont pas besoin un peu de soutien et ils n'ont pas besoin d'avoir des intervenants qui ne sont pas forcément des historiens, qui ne sont pas forcément des journalistes, mais des gens comme vous qui ont une vision tellement équilibrée que ça pourrait aider, ça pourrait ouvrir le débat, parce que finalement Sciences Po, je veux dire, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, mais les questions, elles se posent bien avant. C'est au collège que ça commence à se passer, voire même avant. Bah oui, mais voilà, la plupart des auteurs que je connaisse interviennent en milieu scolaire, en milieu universitaire. Le vrai changement qu'il y a eu par rapport à ma jeunesse, c'est, en tout cas sur le Proche-Orient, on avait énormément d'intellectuels arabes, et pas juste palestiniens, d'intellectuels arabes et d'intellectuels israéliens qui venaient parler dans les universités françaises. Et on était, en tout cas il y a 30 ans, la France était un acteur important du Proche-Orient, puisque c'était un pays pro-arabe avec des relations privilégiées avec Israël. Ça veut dire qu'on était entendu par tous les camps, et ça c'est totalement fini. C'est-à-dire quand on parle à des Israéliens ou à des Palestiniens ou à des intellectuels arabes, ce qu'on pense en France, ils en ont absolument rien à faire. On est devenu une sous-préfecture. Et moi, ce qui est marrant sur les étudiants de Sciences Po, c'est que aujourd'hui, franchement, on s'interroge sur le concours d'entrée quand on les entend. Mais à l'inverse, il y a quelques mois, ce qu'ils demandaient ces étudiants du Comité Palestine, c'était pas débile. Ils disaient, on a toujours les mêmes vieux profs qui nous expliquent le Proche-Orient, ils y ont jamais mis les pieds. On n'a pas d'intellectuels arabes qui viennent nous parler. Moi, j'aurais ajouté, il vous manque aussi des intellectuels israéliens. Un mouvement que j'ai trouvé absolument scandaleux. Parmi leurs revendications, ils ont demandé le boycott des universités israéliennes. Les universités israéliennes, depuis toujours, c'est le lieu de lutte contre Benjamin Netanyahou, c'est le lieu où des universitaires arabes et juifs écrivent sur l'identité palestinienne, sur l'identité israélienne, tous les grands textes sur la Palestine depuis 30 ans, y compris les textes des nouveaux historiens israéliens qui reconnaissent les crimes d'Israël en 48, tous ces grands textes sont sortis des universités israéliennes. Et pendant ce temps, ça fait plus de 30 ans en France, que notre monde universitaire n'a pas sorti, à ma connaissance, un seul texte valide sur le Proche-Orient. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, les travaux universitaires français ne sont pas traduits ailleurs qu'en langue française. Donc, d'où vient cette espèce d'orgueil absolu de vouloir boycotter le seul endroit au monde où on pense une sortie du conflit ou un avenir pour les deux populations? La violence qu'il y a actuellement dans les universités israéliennes, elle n'a rien à voir avec la violence qu'il y a ici. C'est-à-dire que là-bas, il y a des bagarres, là-bas, il y a des disputes, là-bas, il y a des grèves, mais avec des profs juifs, des profs arabes, qui se disputent sur ce qu'ils vont écrire et faire dans cette région. Mais il faut les soutenir, il ne faut pas les boycotter. Et de voir, on me dit que le concours d'entrée à Sciences Po est difficile, d'entendre que ce qu'ils veulent, leur solution pour le Proche-Orient, c'est comme on dit aujourd'hui, de silencer ces populations. Moi, ce qui m'est apparu, j'ai dit ça pour les provoquer, mais ça ne les a même pas énervés. Ce qui m'est apparu, c'est qu'ils font ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'ils volent l'identité des Palestiniens et des Israéliens pour raconter toute autre chose que la réalité de là-bas. Et ça me paraît assez particulier. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, 2 autres questions. Madame et ensuite monsieur. Oui, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'influence du wokisme, justement dans les universités, l'impact de cette idéologie qui vient des États-Unis, et puis également l'impact des frères musulmans. Ces 2 questions aux antipodes. Complètement, oui. Ces 2 questions aux antipodes. D'abord, moi je suis wokiste, mais assez simple. C'est quoi le wokisme? C'est à un moment, on s'est dit que les minorités méritaient qu'on les entende. Mais moi, ça surprend toujours tout le monde, mais une de mes grandes amies depuis plus de 30 ans, c'est Rokhaya Diallo. Pour une raison, elle m'a dit une chose très juste. Elle m'a dit, tu sais, quand on vient parler à la télé, etc., tout le monde pense qu'on fait ça pour provoquer, mais en fait, on fait ça pour poursuivre une discussion, parce que sinon, il y a beaucoup de représentants des minorités qui ont juste décidé de plus parler.
Et il y a un moment où, quand on fait partie d'une minorité et qu'on subit tous les jours des choses désagréables, soit on veut encore faire partie du corps social et on discute, après on est écouté ou non, ça fait un débat, ça fait etc. etc. Bon, après quand c'est collectif, il y a des conneries partout. Mais ce mouvement qui vise à faire entendre les minorités, c'est quand même grâce à ce mouvement qu'il y a moins d'agressions contre les femmes, qu'il y a moins les agressions contre les transgenres, c'est quelque chose de monstrueux, il y a des meurtres, il y a des... Bon, moi je suis très favorable à ça. Ensuite, là où il y a un problème, c'est quand des mouvements sont, malgré eux ou consciemment, manipulés. L'idéologie islamiste, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui est payé avec des pétrodollars depuis longtemps. C'est la sphère. Mais on peut pas d'un côté se plaindre de nos pauvres universitaires qui seraient manipulés par des nations islamiques quand on a le Paris Saint-Germain. On peut pas laisser le Qatar acheter la plupart des biens français et le laisser. Quand on voit les plus grands donateurs des universités américaines, c'est pas les juifs. Les plus grands donateurs des universités américaines, c'est les pétromonarchies. Donc on peut pas d'un côté laisser nos démocraties se vendre à des gens qui ont un projet idéologique. Regardez ce reportage sur Arte sur l'idéologie islamiste qui a été, par exemple, il raconte qu'en Belgique, les pétromonarchies ont consenti une espèce de réduction de 25% du prix du pétrole, en échange de quoi la Belgique a remplacé tous ces imams maghrébins par des imams venant du Golfe. Ça, c'est des réalités. Donc il y a un entrisme réel du monde islamique, et je fais partie des gens qui pensent que les massacreurs de Charlie Hebdo ont gagné. C'est-à-dire qu'après les meurtres de Charlie Hebdo, plus personne n'ose dire quoi que ce soit, quelles que soient les sphères, parce qu'on sait qu'il y a trop à perdre et qu'on risque sa vie. Ça c'est une réalité. Et ça emporte les premières victimes de ça, ce sont les musulmans. Les premières victimes de l'islamisme, ça a été... Et là, on est dans une situation de Frankenstein, parce que toutes les pétromonarchies qui ont lancé cette idéologie dans les... Enfin, ça existe depuis les années 20, mais qui l'ont lancé dans les années 70-80, aujourd'hui s'en mordent les doigts. Quand on vous dit aujourd'hui c'est le Qatar qui finance, le Qatar finance pour pas se faire renverser. Après les massacres du 7 octobre, des représentants de la communauté juive sont allés voir le prince du Qatar en disant mais pourquoi vous faites pas quelque chose puisque vous accueillez les chefs du Hamas chez vous. Et le prince du Qatar a dit oui, je les accueille, mais rappelez-vous que je les ai accueillis à la demande de Condoleezza Rice. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui ont demandé que les chefs du Hamas soient au Qatar pour avoir la main dessus, d'une certaine façon. Bon, donc voilà. Moi, les attaques contre le wokisme, ça me plaît pas beaucoup parce que je considère que c'est normal que la jeunesse nous éduque sur des choses où on n'a pas été assez ouvert. Moi, je suis désolé, je savais rien sur les transgenres, je savais rien. Bah, ma fille m'explique. Et je me sens un peu moins bête parce que je vois la réalité de ces jeunes gens qui vivent des choses parfois très difficiles et la société les aide pas. Voilà. Ensuite, quand ils font semblant de pas comprendre la situation des juifs, là on a un problème. Moi, toutes ces luttes pour les minorités, je suis tout à fait d'accord. Le moment où j'apprends que les juifs en sont exclus, ça m'ennuie un petit peu. Quand des gens m'expliquent que le viol pour arme de guerre, c'est possible le 7 octobre quand les victimes sont juives, ils le disent pas comme ça, mais on a bien compris que ça veut dire ça. Là, c'est la limite de ma compréhension. Alors, il y a une question au fond et on reviendra ici après. Bonsoir Johan. Je m'appelle Raphaël. Vous êtes je suis là. Bonjour Raphaël. Bonsoir, merci d'être là et merci pour cet échange. Je voudrais vous entendre sur un sujet qui moi me bouleverse beaucoup depuis ces derniers mois et même ces derniers jours. C'est la sensation que l'ordre mondial est en perte de repères et de valeurs. Quand on voit le comportement de l'ONU depuis le 7 octobre, la difficulté de cette instance dont beaucoup de gens pensent qu'elle est une forme d'autorité morale, une forme d'objectivité, une forme de neutralité. Quand on voit la difficulté de cette instance à condamner les actes terroristes, quand on voit la difficulté de cette instance à évoquer les viols, à mentionner le Hamas dans les rapports sur les viols, quand on voit qu'ils font une minute de silence pour le décès du président iranien qui met le drapeau en berne, quand on voit le comportement de la Cour de justice internationale, de la Cour pénale, on a l'impression que le monde est en perte complète de repères et de valeurs, et c'est extrêmement effrayant parce que je me dis, je pense aux Juifs français des années 40 quand Pétain est arrivé au pouvoir et quand ils se sont dit ça y est, même l'autorité, même la loi est contre nous, et quand on peut même plus se faire confiance
à l'autorité, au pouvoir et à la loi, mais c'est terrible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, fort heureusement, qu'au niveau national, on n'en est pas encore là, mais au niveau international, je suis effaré par ce qui se passe. Et j'aurais aimé vous entendre là-dessus parce que, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ce qui m'inquiète, c'est que très peu de gens en sont autant inquiets que vous. Ça m'inquiète beaucoup. Si on lit des livres, et je suis sûr que vous le faites, ça nous rappelle tous les romans d'Albert Cohen, où, pendant la déportation des Juifs, la Société des Nations ne fait rien du tout. Donc c'est ça. On vit à deux égards une catastrophe des instances internationales. La première, comme vous le dites, c'est l'entrisme, je ne sais pas si ça s'appelle la Ligue arabe, mais l'entrisme des pays islamiques, quand vous voyez un coup l'Arabie saoudite, un coup l'Iran, qui représente les droits des femmes, enfin bon, c'est ahurissant. Il y a ça d'un côté, mais il y a de l'autre côté, j'allais dire encore pire, l'incapacité des instances internationales à mettre fin à un conflit quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un cirque à destination des politiques intérieures de chacun de ces pays qui n'a plus la moindre influence. Donc, si vous voulez, les deux manières de voir le problème, le premier, c'est ce que vous dites, c'est vous dites, ok, c'est noyauté par des dictatures et de toute façon, on est sur quelque chose d'idéologique en permanence. Et j'allais dire encore pire, c'est que de toute façon, ça ne sert plus à rien. De toute façon, aujourd'hui, on est, et c'est le seul domaine où vous m'entendrez mettre Donald Trump et Barack Obama dans le même sac, depuis Obama et depuis Trump, c'est-à-dire depuis que les Américains ont décidé que la politique extérieure, c'était plus leur affaire, l'espace libre a été occupé par des massacreurs, et on est dans la fin de l'espèce de paix internationale qui avait été acquise à la suite de Yalta, qui avait été acquise au moment de la guerre froide aussi, et c'est effectivement inquiétant. De manière beaucoup plus proche, quelqu'un comme Vladimir Poutine, son principal ennemi, c'est l'Europe démocratique. Il est en chasse après nous, Vladimir Poutine. Il a des alliés objectifs en France, il a la famille Le Pen, il a la famille Mélenchon, il en a d'autres. Assad en Syrie, il a aussi plein d'alliés objectifs. Avant même de m'en prendre à l'ONU, moi ce qui me préoccupe, et j'ai beaucoup de camarades journalistes qui travaillent là-dessus, c'est comment des parlementaires, comment des activistes, comment des politiques français ont pu être si facilement achetés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par la Russie, par les pétromonarchies, par la Chine, et c'est la vulnérabilité de nos démocraties, la vulnérabilité de nos instances internationales, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et là encore, ce qui me préoccupe le plus, c'est que très peu de jeunes gens s'en rendent compte. Pour mobiliser la jeunesse sur, c'est pas que je suis contre les ONG, mobiliser la jeunesse contre le noyautage des ONG par des organisations islamiques, ça c'est pas possible. Parce que même face aux preuves, il n'y a pas moyen de mobiliser les gens là-dessus. Si on s'aperçoit que moi, j'ai toujours donné pour le HCR, j'ai toujours donné pour les réfugiés, etc. Il y a un moment, si quelqu'un ne se rend pas compte que l'UNRWA, qui est censé protéger les Palestiniens, a vendu les Palestiniens au Hamas, et s'est opposé à toute enquête, s'est opposé à tout... L'UNRWA, c'est l'allié objectif du Hamas. Et ça c'est même pas... C'est prouvé, tout le monde le sait. Et il y a une inertie par rapport à ça. Donc il y a une remise en cause de toutes les instances qui devraient éviter les massacres. Et oui, c'est cataclysmique. Mais moi, en revanche, j'ai retiré la plupart des pages de mon livre qui avaient trait à ça, parce que d'abord, je mesurais à quel point ma parole servait à rien là-dessus, et ensuite, je me disais, c'est pas mon sujet. Je me dis, si un jour, je fais un truc sur l'UNRWA, c'est 600 pages et je parle que d'eux. Je crois qu'il y a une question ici, et je pense qu'on terminera avec monsieur après. Allez-y. Ah, il y en a deux ici. Ok. Moi, j'avais une question sur... Mais je ne vous vois pas. Coucou. Bonjour. Merci pour votre intervention. Comment dire ? J'ai l'impression que quand on prend les protestations pro-palestiniennes aujourd'hui, comment dire, elles ont un caractère très violent. En tout cas, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé à l'Eurovision, par exemple, c'est quelque chose on peut le dire, des manifestations presque antisémites. Mais j'ai l'impression d'un truc, c'est que il y a une grosse différence entre la foule qui hue à l'Eurovision et quand on parle aux personnes qui sont même très impliquées dans cette cause, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette violence en eux. En tout cas, trouver des antisémites profonds dans les mouvements pro-palestiniens, même les mouvements qui font le plus de bruit et les plus violents, je trouve ça assez difficile. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de différence. Vous voudriez qu'il y en ait plus ? Non, pas du tout. Non.
absolument pas, mais ce que je dis, c'est que c'est devenu un peu dire que ce que fait Israël aux Palestiniens, c'est un génocide, et ce genre d'accusations qui sont pour moi de l'antisémitisme, sont portées par des gens beaucoup plus ignorants qu'antisémites. Et c'est difficile de combattre ce genre. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer. Mais si, vous vous demandez quoi dire. Vous vous demandez quoi dire et quoi faire. Je me pose la même question en permanence. Là, je crois que je devrais commencer toutes mes interventions par rappeler qu'il y a 300 000 Israéliens qui ne sont pas rentrés chez eux depuis le 7 octobre et qu'il y a plus de 2 millions de Palestiniens qui sont déplacés. Les chiffres du Hamas sont sans doute faux, mais la perspective de 30 000 morts depuis le début du conflit, c'est tout à fait plausible. Et donc, on est face à un carnage, on est face à une guerre qui est abominable. Donc, je peux comprendre tout à fait la jeunesse qui a envie de s'engager contre cette guerre. Et c'est la moindre des choses. Le seul problème, c'est que cette jeunesse, comme elle est biberonnée sans le faire exprès à Dieudonné et Soral depuis 20 ans, sans le faire exprès à l'occasion de ce conflit, elle découvre publiquement ces biais antisémites, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de parler du bien-être des Palestiniens sans parler dans la même phrase de la disparition d'Israël. Ils ont le sentiment que s'ils s'émeuvent pour les otages ou les victimes du 7 octobre, ils vont être pro-Netanyahou. Moi, ce que je leur reproche, c'est de répéter au mot près les slogans qu'on leur met dans la bouche et de ne pas faire la première chose qu'on fait quand on est militant, c'est lire des bouquins, c'est parler au camp d'en face, soi-disant, parce qu'on va découvrir bien vite que le camp d'en face, il pense à peu pareil. C'est-à-dire que tout le monde voudrait que la guerre s'arrête, tout le monde voudrait que les otages reviennent, et tout le monde voudrait être capable de faire confiance à son voisin. Mais ce qui les motive, et l'autre chose qui me paraît absolument insupportable, c'est qu'ils n'arrêtent pas de vouloir plaquer sur Israël la haine qu'ils ont en général pour les gouvernants de leur propre pays. C'est-à-dire la haine du blanc, la haine du colon, la haine de l'occidental. Mais simplement, moi je ne sais plus comment leur dire que 75% des Israéliens c'est des Mizraïm, c'est-à-dire des juifs orientaux, des juifs arabes, que 2,5 millions d'Israéliens sont ou musulmans ou chrétiens, mais 100% arabes, et que parmi tous ces gens qui prennent pour des colons blancs, il y a des Éthiopiens, il y a le monde entier en Israël. Et l'autre chose où il y a une bêtise profonde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est quand ils dépeignent Israël comme une immense puissance colonisatrice et ils se rendent pas compte qu'Israël fait la taille de la Normandie, que ça fait 14 km de large par endroit et qu'ils sont au milieu de 52 États islamiques ou musulmans. Donc il y a une méconnaissance de la région et il y a une envie de pas la connaître. Ça va pas. Et simplement, mon grand-père, quand il parlait d'Hitler qu'il a vu grandir, il disait 100 méchants, c'est pas très dangereux, mais un méchant et 99 imbéciles, c'est absolument terrible. Et je crois que là, on est là-dedans. Moi, je comprends parfaitement que la jeunesse ait besoin d'activités sportives avant les grandes vacances, et ils savent pas nouer un kéfier, c'est pas de leur faute, mais je regrette qu'ils veulent pas qu'on débatte. Je regrette profondément qu'ils veulent pas qu'on débatte. Et beaucoup de juifs m'ont vraiment reproché de faire l'apologie d'Elias Sambar depuis quelques semaines, parce que je pense absolument rien comme lui, mais c'est un homme digne, c'est un homme honnête, et ce qu'il dit sur l'histoire d'Israël, c'est pas ma vision, mais elle est intéressante et c'est l'objet d'une discussion. Moi, j'essaie de jamais personnaliser le débat, mais là où j'ai un problème avec Rima Hassan, c'est que la discussion est impossible. C'est une personne qui a appris 3 slogans par cœur, qui les dit, on voit très bien ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est la disparition de l'État d'Israël. Elle prend vraiment les gens pour des cons, je veux un État palestinien comme une première marche vers un grand État binational. Elle est à 2 doigts de dire laïque et républicain. Comme si une seule minorité juive avait jamais survécu dans un État musulman. Jamais. Toutes les minorités juives ont été ou virées ou exterminées. Donc elle appelle à l'extermination des 10 millions de citoyens d'Israël. Et elle le fait avec un grand sourire, de manière très détendue, et en face, il n'y a jamais personne pour lui dire ça très clairement. Et ce qui m'ennuie, c'est que la jeunesse n'ait pas envie de mener le débat jusque-là. Parce que c'est évident que si on propose, c'est pour ça que le livre s'appelle « Nous vivrons », je crois que les juifs, ils sont prêts à accepter tout. D'ailleurs, depuis les années 1900, les juifs ont accepté tous les plans de partage qu'on leur a proposés pour le Proche-Orient. Bon, à chaque fois, en réponse, il y a eu une guerre. Donc aujourd'hui, je pense effectivement qu'avec le souvenir de ce qui s'est passé à Gaza, ils ne feront pas d'autres concessions tant qu'ils n'auront pas la certitude d'une paix durable autour. Et plutôt que de réfléchir à ce qui amènerait la paix, moi j'entends chez ces jeunes, en toute imbécilité, un appel au massacre. Et je répète, comme leur voix n'est pas entendue au Proche-Orient, la seule chose vraiment concrète qu'ils font, c'est mettre en danger les étudiants juifs. Moi, je ne connais pas un seul étudiant israélien qui n'ait pas quitté la France depuis le 7 octobre, et la plupart des étudiants juifs que je connais ne vont plus en cours ou vont en cours la peur au ventre. Donc voilà, le résultat concret de ce mouvement, c'est ça.
C'est terrifier les étudiants juifs. Si c'était le but, c'est réussi. Et s'ils l'ont pas fait exprès, j'ai pas beaucoup de compassion pour eux. Alors, oui. Oui, bonjour, je voulais vous remercier de votre travail. Et c'est l'intervention de Raphaël, c'est ça, qui m'a interpellée par rapport aux organismes internationaux et à la Cour pénale internationale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Venezuela, peut-être que si, à cause de Mélenchon. Mais au Venezuela, quand Chavez est arrivé au pouvoir, l'une des premières choses auxquelles il s'est attaqué, c'est aux synagogues et à la communauté juive, qui était très importante à Caracas. Et puis, depuis, tous les Vénézuéliens qui étaient opposés à lui ont subi des persécutions. Il y a en ce moment autour de 360 prisonniers politiques. Depuis 2014-2017, la répression a été néfaste. Des étudiants ont été torturés. Et depuis, on se bat pour se faire entendre à la Cour pénale internationale. Donc j'y crois. Je n'ai aucune confiance dans... C'est de la bureaucratie, au fait. C'est de la pure bureaucratie. Et je pense que votre œuvre, elle est importante dans le sens où ce que vous dites est très vrai. C'est les citoyens, c'est nous qui devons nous réveiller. Au marché, il y a quelques mois, mon mari me disait... à un stand, lui achetait des oranges, qu'ils avaient arrêté de vendre des oranges parce que c'était des oranges israéliennes et que les gens s'arrêtaient pour protester pourquoi ils... Enfin, je m'égare un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que on doit cesser d'être un peu des moutons et de suivre des idéologies, comme vous l'avez bien évoqué. Et je vous félicite pour tout ce que vous faites, parce que voilà. C'est très gentil. En un mot, moi il me semble, je pense qu'on peut pas faire grand chose d'utile, mais aussi bien ici que là-bas, la seule chose vraiment utile, c'est d'aider et de maintenir le dialogue avec les opposants à Netanyahou d'un côté et avec les opposants au Hamas de l'autre. Même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont difficiles à trouver, c'est cette utopie-là qu'il faut poursuivre. Il est certain que toutes les tentatives de boycott et d'ostracisation ne font que défendre le camp de la guerre dans les deux camps. Puisque ça va permettre à l'extrême droite de dire, vous voyez, on veut de nous nulle part, on nous met en danger, donc on va être encore plus radicaux, encore plus durs. Mais évidemment, c'est désespérant parce qu'on sait très bien que c'est une goutte d'eau. Mais je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. La dernière question pour monsieur qui a été très très patient, et je le remercie. Merci monsieur. Je suis le voisin de Patrice, alors je ne veux pas trop me faire remarquer parce que merci pour vos propos, même si je suis pas d'accord avec vous sur certains nombres de points. Je suis pas d'accord avec moi. Mais c'est ça la France, c'est le dissensus, hein, c'est pas le consensus, c'est le dissensus avant tout, et puis qu'il y ait des controverses et des échanges, c'est ça le plus important. Comme vous, je suis un pessimiste joyeux, pessimiste dynamique. Mais on a toujours été engagés, puis je vois des amis, là, Patrick Kahn, on a toujours engagé dans le dialogue interreligieux, avec coexister avec le groupe d'Abraham, puis moi j'étais éducateur de quartier sur Vaux-en-Velin, sur Villeurbanne, et dès que j'avais des gamins qui parlaient de ce qui se passait au Proche-Orient, je leur disais, mais les rives du Jourdain c'est trop loin pour toi, essaye de comprendre déjà ce qui se passe sur les rives de la Saône et du Rhône. Et parce qu'on est dans un carrefour de Lyon, c'est interobédentiel, c'est un carrefour dynamique. Mais même là, je commence à douter, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être contaminé. J'ai envie de rester français. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée de l'école, dépouiller de tout métaux. On rentre, on est dépouillé de tout métaux. Mais on nous force à être binaire, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose où on demande un positionnement, et j'ai pas envie d'être binaire. J'ai envie de la nuance. Là, vous parliez des universités. Il y a une belle émission qui passe là, vrai ou faux, sur les fake news, sur France Info. Ils parlent de ces universités-là et pourquoi il y a des universités qui sont ciblées parce qu'elles ont des accords avec des entreprises qui travaillent avec l'armée, parce que l'université hébraïque de Jérusalem s'étend sur des territoires aussi. Enfin, voilà, faut regarder. Et là, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a deux poids deux mesures? Est-ce qu'il y a deux poids deux mesures? Je ne sais pas si vous avez vu l'excellente émission de Karim Rissoli en Société, où il a fait un retour sur le kibbutz, l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et le 7 octobre, c'est la naissance de notre fille, donc c'est une date un peu particulière.
Et il y avait son reportage, et puis après il y avait les enfants palestiniens blessés. Et le chiffre, il est aberrant quand même. 14 enfants palestiniens accueillis en France. Pays des droits de l'humain, pour pas dire hommes, c'est hommes et femmes. Pays des droits humains, on a 14 enfants avec un seul parent. Dès qu'ils demandent le regroupement familial, c'est pas possible. La maman, il y a des témoignages d'une maman qui a laissé son nourrisson de 10 mois pour venir s'occuper de son enfant à Paris. Nous, on s'occupe de 2 enfants sur Villeurbanne, ça veut dire que c'est 1/7 de l'ensemble des enfants. Et il y a une maman qui dit, mais moi je vais laisser mon fils être sauvé là, je vais retourner mourir avec mes enfants. Comment est-ce possible? Et comment on ne se mobilise pas aussi pour nos otages, les franco-israéliens, puis tous les autres otages? Et là, je trouve que, et merci pour votre transmission, parce que c'est important, parce que là, on est en train de créer des générations de haine, et on a une tendance à oublier, quoi. On a oublié qu'en avril 2002, on était tous dans la rue le lendemain. On oublie plein de choses, et on a une mémoire qui est très courte. Et c'est bien de faire des piqûres de rappel, quoi, parce que c'est effarant, comme les étudiants de Sciences Po, enfin, sur l'histoire des mains rouges, il y a comment rester quand même dynamique, pessimiste, quand même garder la foi, quoi. Non, il y a tant à dire sur ce que vous dites et ce que vous n'avez pas encore eu le temps de dire, mais que je devine. La première chose, pour redire qui je suis, moi je suis de père algérien, de mère d'Europe de l'Est, et depuis 30 ans, mon métier c'est le chat du rabbin. C'est-à-dire je dessine des juifs qui ont l'air arabes, et je travaille sur mon passé maghrébin, et le nombre de fois où j'ai répété qu'il faudrait que je remonte à 1500 ans pour avoir un ancêtre au Proche-Orient. Mes ancêtres, ils venaient du Maghreb, d'Espagne, bon. Donc tout mon travail, c'est l'imaginaire français avant tout. Et là-dessus, je dois dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu optimiste. Les manifestations pour la Palestine qui ont eu lieu en France après les attaques israéliennes, elles n'étaient pas pleines des slogans anti-juifs qu'on entend à Londres, qu'on entend à Amsterdam, qu'on entend au Canada. Ça veut dire que les Maghrébins, juifs ou musulmans, ont toujours été, malgré une histoire douloureuse, des alliés objectifs en France, et on est fort de cette histoire. Donc il me semble que même dans notre militantisme, on se comporte plutôt bien. Moi, j'ai pas perdu un seul ami, ou maghrébin, ou iranien, ou du Golfe, parce que le dialogue est fécond, il est important. Ensuite, moi, ce qui crée le plus de douleur, au-delà de la polarisation, on a, j'imagine, à peu près le même âge, c'est notre perte totale d'influence et de lien avec le Proche-Orient, qui est diamétralement opposée avec l'importance symbolique du Proche-Orient pour nos jeunes. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont, excusez-moi, les petits juifs passionnés par Israël, les petits arabes passionnés par les Palestiniens. Je suis obligé de leur rappeler d'abord que c'est pas un match de foot, et ensuite, en général, les petits juifs, ils sont pas du tout israéliens, ils connaissent pas la réalité israélienne, et les petits maghrébins, ils ont rien à voir avec des Palestiniens. Et s'ils arrivent là-bas, ils vont avoir l'immense surprise de découvrir que les gens qui leur ressemblent le plus, c'est les juifs marocains qui sont en Israël. Et c'est certainement pas les Palestiniens, qui sont une population complètement différente, beaucoup plus tribale que les Maghrébins, moins arabes aussi, c'est très différent. Et donc on fait, nous, avec nos malheurs, avec notre histoire, de l'appropriation culturelle. Donc moi, mon camp, ça a toujours été le même. Si je suis en France, c'est la gauche et l'extrême gauche, et c'est, quitte à ce qu'on me traite de naïf, le vivre ensemble, le dialogue intercommunautaire, parce qu'il n'y a que ça. Et même si ça ne marche pas, il n'y aura rien d'autre. Et de l'autre côté, sur le Proche-Orient, c'est l'extrême gauche israélienne. L'extrême gauche israélienne, parce qu'il n'y a pas d'extrême gauche à Gaza. En revanche, en Israël, il y a des municipalités arabes, il y a des partis communistes tenus par des arabes, il y a des professeurs d'université arabes, et l'extrême gauche israélienne, je veux dire le journal Haaretz, c'est le lieu de combat, on va dire, démocratique contre le danger. Mais j'en parle dans le livre, ce qui me vaut le bonheur d'être insulté aussi par beaucoup de juifs sur mes réseaux sociaux, c'est que le danger que vit Israël en ce moment, c'est le danger qu'a vécu la société palestinienne en 2005 avec l'arrivée du Hamas au pouvoir. C'est que Israël a d'un côté la peur de ses voisins, une peur militaire, mais de l'autre côté, le risque intérieur de perdre son âme. Parce que le projet sioniste, c'était pas le projet d'exterminer les populations autour, c'était pas le projet de se débarrasser des Arabes, c'était le projet de se faire une place, aujourd'hui, pourquoi je suis resté très silencieux quand le jeune homme parlait tout à l'heure des procès internationaux contre Israël? Parce que, même s'il représente que 3 ou 4%, Netanyahou a accepté dans son gouvernement des gens comme Smotrich et Ben Gvir qui appellent nommément
à l'extermination des populations arabes. On sait très bien que Smotrich et Ben-Gvir ne sont pas dans le cabinet de guerre, sont plus des clowns que des ministres et n'ont pas le pouvoir qu'ils disent. Mais tout de même, c'est à cause d'eux que quand des Palestiniens sont tués en Cisjordanie, il n'y a pas d'enquête. C'est ça qui se passe. Donc j'essaye, je suis pas objectif, je suis juif, toute ma famille est israélienne, mais j'essaye d'être de bonne foi et j'essaye de me faire, le porte-voix c'est un bien grand mot, j'essaie de ramener au réel. Voilà. Mais maintenant je suis pas optimiste. Je suis pas optimiste parce que je vois bien que quand nos jeunes disent leur malheur, ils parlent pas du Proche-Orient. Pourquoi est-ce que le mot apartheid revient tellement souvent dans leur bouche? Selon moi, on peut en discuter, selon moi, en Israël, il y a de nombreuses inégalités, il y a des tragédies, mais selon moi, il n'y a pas d'apartheid en Israël. On ne peut pas parler d'apartheid quand il y a des juges, quand il y a des... Bon. En revanche, là où je vois un apartheid, c'est en France. La France n'a pas réussi à accueillir correctement ces populations maghrébines, y compris juives, parce qu'ils ne sont pas tous riches, et ces populations d'Afrique noire. Et on vit sur non seulement la culpabilité, mais la réalité d'une décolonisation massacrée, et d'une jeunesse qui est massacrée parce qu'on ne lui offre pas les chances qu'elle mérite. Et je crois qu'il faut être capable d'entendre que quand notre jeunesse parle du Proche-Orient, elle nous parle d'ici, et j'ai un sentiment que je veux expliquer. Quand j'ai quitté Tel Aviv pour rentrer en France, j'ai ressenti un malheur que je ne suis pas parvenu à expliquer, et au bout de quelques heures, j'ai compris. Israël, c'est pas chez moi. Donc quand j'y vais, je vois des tragédies, j'en témoigne avec sincérité, mais enfin, c'est pas chez moi. Quand j'arrive en France, c'est ma faute si c'est le bordel, parce que ça fait 30 ans que mon métier, c'est le dialogue intercommunautaire. Mon métier, c'est le vivre ensemble, c'est dessiner des juifs qui ont l'air arabes, c'est tout ça. Je peux pas ne pas voir l'échec de tout ça. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, parce que on va avoir de bonnes surprises. Il va y avoir dans notre jeunesse des gamins qui vont s'éveiller, qui vont inventer d'autres voies, qui vont proposer mieux. C'est pour ça que je veux pas lâcher le terrain de la gauche et de l'extrême gauche. Je déteste tout chez Mélenchon, mais près de Ruffin, au PCF, il y a encore des gens avec qui je parle, il y a encore des gens bien, et je peux pas ne pas voir que, aussi bien au Proche-Orient qu'ici, plus je vais vers des individus, plus j'ai des motifs d'espoir. Dans le milieu associatif, chez les gens, je vois chez des auteurs, j'ai le nombre de fois où on me fait rencontrer des intellectuels du monde arabe, des intellectuels palestiniens. Je me suis jamais disputé avec personne. Ma limite, c'est les politiques. Ma limite, c'est... et il en parle très bien, Lemire, quand il parle de Rima Hassan, il dit « Mais je comprends pas, parce que c'est une collègue, elle était formidable pendant des années. Dès qu'on avait un colloque, c'était génial, mais depuis 3 mois, elle a décidé d'être politicienne et elle dit n'importe quoi. » N'importe quoi, c'est comment résumer un grand discours en 3 phrases, et à partir de là, ça marche plus. Mais je vous remercie beaucoup pour votre question, parce que c'est pour ça que mon livre... Non, mais c'est pour ça que mon livre fait 450 pages, c'est que dès qu'un locuteur dit quelque chose, je m'empresse de faire dire quelque chose d'autre à un autre. Parce que je veux pas qu'on s'imagine que je pense quelque chose sur cette région. Ce que je pense, c'est que j'ai du chagrin. Et je voudrais que la France reste le territoire de paix et d'invention qu'elle a été. Qu'on ait d'autres titres de gloire que d'être le pays qui a accueilli Khomeini. Je vous remercie beaucoup. Ouais. Une ultime question, ça sera très très rapide. Merci d'avoir pris ma question. En parlant de cette diabolisation du mot sioniste qui est devenu maintenant en fait l'équivalent pour certaines personnes qui veulent parler politiquement correctement des juifs, et ce mot sioniste qu'on retrouve partout, de manière assez concomitante est apparu et est revenu ce mot de génocide qu'on retrouve absolument partout. Il suffit de regarder les commentaires Instagram de n'importe quelle publication, on retrouve génocide, aussi lourd de sens soit-il. Comment répondre à des gens qui utilisent ce mot à tort et à travers sans se renseigner, sans s'instruire? Comment répondre à cette jeunesse? Souvent, c'est souvent des jeunes qui parlent ainsi. Par le réel, même quand il fait pas plaisir à dire. Je comprends parfaitement qu'une jeunesse, ou même des gens moins jeunes, qui soient déchirés par la tragédie que vit Gaza actuellement, aient envie d'employer les mots les plus forts possibles pour attirer l'attention. Je le comprends parfaitement. Derrière ça, il y a l'envie de nazifier les juifs, qui est une chose qui dure depuis toujours. Là où c'est contre-productif, c'est qu'on saura le nombre de morts qu'il y a eu à Gaza, puisque les familles palestiniennes déclarent leurs morts, ce qui leur permet de recevoir une pension. C'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un carnage. Ce qu'il faut dire, c'est que la guerre, si on veut chercher des responsables, depuis 2005, y compris Israël, le monde entier a laissé le Hamas s'approprier les aides internationales pour créer sous Gaza
3 fois la taille du métro de Londres, et on a offert Gaza au Hamas. Et qu'est-ce qui se passait en Israël depuis 2005? C'est que tout le monde pensait au statu quo, tout le monde pensait qu'il ne faudrait jamais faire cette guerre. Là, ils l'ont fait de manière dégueulasse, et ils le font, parce que je parle à énormément de jeunes soldats israéliens, il faut rappeler que c'est une armée de conscription. Donc tout le monde est obligé d'aller à l'armée en Israël, et on se trouve avec des jeunes gens sans encadrement, ou souvent sans encadrement, qu'on a laissés seuls pour gérer des quartiers. Donc si vous tombez sur des jeunes gens bien, ça va bien se passer. Si vous tombez sur des salopards, il y aura des horreurs. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pas les procès à la cour pénale qui sont absurdes et qui ne donneront rien. Ce qui me fait peur, et elles arriveront, ce sont les enquêtes pour crimes de guerre. Et il y aura sur Gaza des enquêtes de crimes de guerre, et malheureusement, elles concluront à des abominations. Et parce que c'est ce qui arrive quand on laisse une armée, comme au Vietnam, comme dans des endroits où... Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de génocide? On emploie un grand mot, et on évite de parler du réel, qui est vraiment pas reluisant, et qui va mériter des enquêtes, et qui aura des conséquences. Donc, moi, je comprends parfaitement la révolte de la jeunesse. Je ne pardonne pas les cadres qui leur mettent... Une chose intéressante, on m'a mis chez Karim Rissouli face à un romancier palestinien qui est extraordinaire, qui est philosophe aussi, et il a dit une phrase très belle qu'on a poursuivie après l'émission, et Arieh Halimi, avocat extra, a dit à peu près la même chose. Il dit, dans tous les camps, il y a certains mots qui bloquent la discussion. Il me dit par exemple, quand des Palestiniens se font tuer et que tu dis ils sont morts, c'est pas acceptable. Ils sont pas morts, ils ont été tués. Ils sont pas morts à cause de la pluie. Bon. Et de même, quand quelqu'un va parler de génocide, c'est pas acceptable pour une ovarie juive parce que c'est comme si on nous disait ils refont Auschwitz. Or la réalité, et je préfère le dire comme ça, il me semble que ça veut dire la même chose, c'est que la société palestinienne est en risque de disparition. Elle est en risque de disparition parce que la colonisation en Cisjordanie se fait sans le moindre frein, et parce qu'à Gaza, cette guerre est menée en dépit du bon sens, et on a une société palestinienne qui est prisonnière entre d'un côté les bombardements israéliens, de l'autre côté le Hamas qui a ceci en commun avec le régime des mollahs iraniens, qu'il n'est pas un mouvement national palestinien. Le Hamas, c'est un mouvement théologique mondial qui se fout complètement du massacre des populations. Donc il me semble que vouloir le bien des Palestiniens, des Israéliens et de toute la région, c'est amener son combat vers des choses concrètes. La limite de l'exercice, c'est que ça demande de travailler un peu. Et je regrette que les cadres n'incitent pas la jeunesse à travailler. Parce que ça, si on va dans le réel, là on peut mettre autour d'une table des Israéliens, des Palestiniens, des gens, parce que là on parle du réel, et là tout le monde va être très vite d'accord. Dire génocide, c'est le meilleur moyen que personne soit d'accord. Donc pour moi, c'est pas lutter pour la paix. Mais ça demande de travailler. Je retiendrai que on est bon, quand on a terminé quasiment sur le mot paix, et c'est assez heureux. Je voudrais qu'on remercie une fois encore Johan Sfar. Merci beaucoup. Merci de tout ce temps de discussion et d'échange. Alors, la rencontre n'est pas tout à fait terminée parce que tu vas encore travailler avec un temps de dédicace à présent. Merci à vous pour votre écoute et votre participation. Merci Johan. Et merci Vincent aussi.